Les enfants jumeaux d'un parrain de la mafia rendaient des copies blanches à chaque examen, jusqu'à ce qu'une femme sans abri leur apprenne à commencer par zéro. Âgés de 10 ans, un garçon et une fille. Ils étaient nés dans le genre de famille où des gardes du corps les conduisaient à l'école, et où leur nom de famille faisait baisser les yeux des hommes adultes. Félix et Nadia Val n'avaient pas échoué. Échouer aurait signifié qu'ils avaient essayé. Ils avaient fait quelque chose de pire. Ils avaient choisi le néant. 17 examens pour chaque enfant. 34 pages vides de toute réponse. Pas un seul mot, pas un nom. Seulement le même petit dessin obsédant d'un oiseau dans le coin de chaque feuille. Juste du blanc. Leur père était assis en face de la directrice. Il portait un costume qui aurait pu payer son salaire d'un mois. Il a posé une seule question, si doucement qu'elle a dû se pencher pour l'entendre. Vous êtes en train de me dire que j'ai dépensé 160 000 par an pour 34 pages blanches. Il n'a pas crié. Les hommes comme Ashton Vale ne criaient pas. Sa voix baissait quand il devenait dangereux. Et à cet instant, c'était à peine un murmure. La directrice l'a regardé droit dans les yeux. Monsieur Val, je connais la différence entre un enfant qui ne veut pas essayer et un enfant qui hurle en silence. Vos enfants hurlent. Il a boutonné son gilet, a dit « Je vais m'en occuper ». Et il est sorti. Il est sorti comme elle entrait dans chaque pièce, comme si la pièce lui devait quelque chose. Mais ce qu'Ashton Vale ne pouvait pas affronter, ce que son argent, son pouvoir et tout son empire ne pouvaient pas l'aider à combler, c'était l'accusation silencieuse cachée derrière leur choix. Pourquoi deux enfants capables de lire au niveau d'un élève de 5e choisissaient de ne rien rendre? Pourquoi son fils comptait jusqu'à 11 à voix basse chaque fois que son père entrait dans la pièce? Pourquoi sa fille dessinait le même oiseau dans le coin de chaque page blanche? Un oiseau qui ne savait pas voler. Et la seule personne qui comprendrait un jour la réponse dormait dans un van à 3 rues de là. Elle n'avait rien d'autre à son nom qu'une culpabilité qu'elle ne pouvait déposer. Et une paire de mains qui n'avait pas cessé de trembler depuis 2 ans et demi. Si vous avez déjà fait un choix qui a brisé quelque chose que vous ne pouviez pas réparer, si vous avez déjà vu un enfant porter un poids qui n'aurait jamais dû être le sien, restez jusqu'à la fin. Cette histoire va vous marquer. Si cette histoire vous touche personnellement, appuyez sur le bouton j'aime pour qu'elle trouve les personnes qui en ont besoin. Partagez-la avec quelqu'un qui porte quelque chose de lourd ce soir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous, vous tombez à pic. Maintenant, retournons au début. Dans un penthouse, 31 étages au-dessus du port de Boston, 5h30 du matin, là où un homme qui contrôlait tout était sur le point de découvrir la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Le penthouse au 31e étage de la Harbor Tower surplombait tout le port est de Boston, comme un poste d'observation. À 5h30 du matin, alors que toute la ville était encore enfouie dans l'obscurité, Ashton Vale se tenait devant le mur de verre avec une tasse de café noir à la main. Pas de sucre, pas de lait, exactement comme il le buvait depuis 17 ans. Depuis le jour où son père avait posé la première tasse devant lui et avait dit que les hommes de la famille Vale n'avaient besoin de rien pour adoucir l'amertume. Il portait déjà un costume à l'aube. Un costume 3 pièces anthracite, des boutons de manchette en argent gravés de la lettre V, des chaussures Oxford si parfaitement cirées qu'elles captaient la lueur des plafonniers. Non pas parce qu'il avait un rendez-vous, mais parce que c'était son armure. La chose qu'il enfilait avant que le monde ait la chance de voir quoi que ce soit en dessous. La main droite qui soulevait le café portait une longue cicatrice sur l'articulation du milieu. Un souvenir de ses 19 ans. La première fois que Conrad Val avait obligé son fils à résoudre un problème sans mots. Ashton ne parlait jamais de cette cicatrice, mais il ne la cachait jamais non plus. Le monde extérieur le connaissait par le nom imprimé sur une carte de visite en coton de 200 grammes. Ashton Vale, président-directeur général, Vale Maritime Holdings. Un empire du transport maritime qui contrôlait plus de 60% du fret transitant par le port de Boston. Le monde extérieur ne savait pas que sous les conteneurs en acier et les factures d'expédition légitimes, l'organisation Vale contrôlait tout ce que la loi ne pouvait atteindre. Des cargaisons non déclarées à l'argent qui passaient par 14 comptes dans 4 pays avant de devenir de l'immobilier propre à Back Bay. Conrad Vale, 62 ans, le fondateur, avait officiellement pris sa retraite 7 ans plus tôt. Mais la retraite avec Conrad signifiait seulement qu'il ne s'asseyait plus à la table. Il se tenait derrière. Il appelait à des heures où personne n'appelait.
Il apparaissait dans des endroits où personne ne l'invitait. Et quand il parlait, même si ce n'était qu'une seule phrase, toute la pièce comprenait que ce n'était pas une suggestion. À côté d'Ashton, il y avait toujours deux ombres. Paxton Greer, 40 ans, son bras droit, l'homme qui s'occupait de tout ce que les mains d'Ashton ne voulaient pas toucher. Paxton était loyal comme une arme est loyale à celui qui appuie sur la gâchette. Absolu, sans émotion, sans hésitation. Et Pierce, 45 ans, un ancien Marine, maintenant garde du corps personnel de Félix et Nadia. Pierce parlait si peu qu'il y avait des semaines où il n'utilisait pas plus de 20 mots. Mais chaque mot avait du poids et ses yeux ne manquaient rien. Ashton avait tout essayé. Les 4 meilleurs tuteurs de Boston, chacun facturant 300 $ de l'heure, avaient été engagés l'un après l'autre au cours des 2 derniers mois. Le premier a duré 9 jours, le deuxième 6 jours. Le troisième a appelé pour démissionner après 4 jours. Il a dit que le garçon l'avait fixé pendant 2 heures d'affilée, sans cligner des yeux, sans dire un mot, comme si elle était un mur. Le quatrième n'a pas eu besoin d'appeler, car Félix lui avait dit exactement une phrase, puis était resté silencieux jusqu'à ce qu'elle se lève et parte d'elle-même. Après cela, Ashton a engagé la meilleure psychologue pour enfants du Massachusetts. Une femme avec 30 ans d'expérience, 2 livres à succès, et la réputation de pouvoir se connecter avec n'importe quel enfant. Lors de la première séance, Félix s'est assis en face d'elle, les 2 mains posées sur ses genoux, le dos droit, les yeux fixés devant lui. Elle lui a demandé comment il se sentait. Il n'a pas répondu. Elle a demandé si sa mère lui manquait. Il n'a pas répondu. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'il voulait dire à son père. Félix a légèrement penché la tête sur le côté. Il l'a regardée avec des yeux bien plus vieux que ses 10 ans et a demandé « Savez-vous combien de temps peuvent durer 11 secondes ?» Elle s'est arrêtée. Elle a demandé ce que signifiait 11 secondes. Félix n'a pas dit un autre mot pendant les 45 minutes restantes. Quand elle est partie, elle a dit à Ashton que le garçon n'avait aucun trouble. Le garçon était complètement lucide. Elle a mentionné la question des 11 secondes, mais Ashton a écarté cela d'un geste de la main, son visage devenant un peu plus pâle. Un aveu silencieux qu'il savait exactement ce que signifiait le fantôme de ce nombre, même s'il n'était pas prêt à y faire face. Et c'était la partie la plus effrayante. Car quoi que le garçon fasse, il le faisait en pleine conscience. Ce soir-là, Ashton se tenait dans le penthouse, seul, regardant le port de Boston à travers le mur de verre. Il voyait les porte-conteneurs se déplacer lentement sur l'eau noire. Il pouvait les contrôler. Il voyait les lumières des entrepôts le long des quais. Il pouvait les contrôler. Il voyait son propre reflet dans la vitre. Un homme de 36 ans dans un costume impeccable. Pas un seul pli, pas une seule mèche de cheveux déplacée. Et derrière ce reflet, au bout du long couloir se trouvaient les 2 portes de chambre fermées, celles des 2 enfants qu'il ne pouvait pas atteindre, même s'ils n'étaient qu'à 15 pas. Pour comprendre pourquoi ces 15 pas étaient devenus une distance que personne ne pouvait franchir, il faut remonter 3 ans en arrière. À une nuit de janvier où le vent du port de Boston était si froid que l'eau sur la route gelait en verglas. Lena Vale, 32 ans, était le genre de femme que l'on ne s'attendrait pas à voir aux côtés d'un homme comme Ashton. Elle n'était pas grande, pas arrogante. Elle n'entrait pas dans une pièce comme si la pièce lui devait quelque chose. Elle entrait dans une pièce et la pièce s'adoucissait d'elle-même. Elle était la seule personne en 10 ans à appeler Ashton par son vrai nom. Pas Monsieur Val, pas chef, pas avec le hochement de tête silencieux que tout le monde utilisait devant lui. Juste Ashton. 2 syllabes légères, comme si ce nom n'avait jamais porté le poids de quoi que ce soit. Chaque soir avant de dormir, elle s'asseyait entre les lits de Félix et Nadia. Les 2 enfants de 7 ans blottis de chaque côté d'elle. Et elle chantait une chanson dont personne ne se souvenait quand elle l'avait inventée. C'était une chanson sur un petit oiseau qui ne savait pas voler. Mais ce n'était pas triste, car il avait décidé de marcher à la place, à travers les champs, à travers les collines, à travers des villes qu'il n'avait jamais vues, marchant encore et encore jusqu'au bout du monde. Félix s'endormait généralement avant la fin de la chanson. Nadia, jamais. Nadia attendait toujours la dernière ligne avant de fermer les yeux, comme si elle avait besoin de savoir avec certitude que l'oiseau allait toujours bien, qu'il marchait toujours, qu'il ne s'arrêtait pas. Garrett Rourke ne se souciait ni de la chanson, ni de la femme qui la chantait.
Rourke était le baron de la drogue qui contrôlait tout le sud de Boston. Un homme élevé à Southie avec des yeux couleur ciment et une façon de parler si doucement qu'on pouvait presque oublier que chaque phrase qu'il prononçait se terminait par la mort de quelqu'un. Rourke voulait le port. Ashton ne le lui donnerait pas. La guerre silencieuse entre les deux organisations a duré près de 2 ans. Pas de coupe de feu, pas de sang versé. Juste des cargaisons qui disparaissaient, des contrats bloqués, des messages laissés dans des endroits où personne ne voulait les trouver. Jusqu'à ce que Roark décide que le moyen le plus rapide de briser un homme n'était pas de frapper ce qu'il protégeait, mais de lui enlever ce qu'il aimait. Lena a été enlevée un jeudi après-midi, juste devant la grille de l'école des enfants, à 3h15, en plein jour. Pierce n'était pas avec elle ce jour-là. Il était à l'hôpital pour une vieille blessure au dos de ses années militaires. Juste un après-midi, juste 15 minutes sans sécurité. Et cela a suffi. Le premier appel est arrivé à 9h ce soir-là. Le deuxième appel est arrivé à 11h. Le troisième appel à 1h du matin n'est pas venu de Roark, mais de Conrad. Ashton était assis dans son bureau, le téléphone sur le bureau en mode haut-parleur. Conrad parlait lentement et clairement, comme s'il lisait un contrat. Il a dit que Roark voulait le contrôle total du port Est en échange de Lena. Il a dit que si Ashton acceptait, l'organisation perdrait 60% de ses revenus. 400 personnes qui dépendaient du système perdraient leur gagne-pain. Et l'empire que Conrad avait bâti en 40 ans s'effondrerait en 6 mois. Puis il a posé la question. Choisissez-vous une seule femme ou choisissez-vous 400 vies qui dépendent de cette organisation? Ashton n'a pas répondu. Le bureau est devenu complètement silencieux. Et dans le couloir, derrière la lourde porte en chêne, que personne ne savait avoir été laissée légèrement ouverte, Félix, 7 ans, se tenait figé, tenant la main de Nadia. Le garçon a compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis Ashton a parlé. Rappelez-les, dites-leur que je refuse l'échange. Nadia a couvert sa bouche de ses 2 mains, non pas parce qu'elle comprenait le sens plein de ses mots, mais parce qu'elle en comprenait assez. Félix n'a pas couvert sa bouche, il est resté très immobile, les yeux grands ouverts, et il a mémorisé. Par la phrase, le nombre. 11 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à son père pour décider de ne pas sauver sa mère. 41 jours plus tard, Lena a été retrouvée. Pas dans l'état que quiconque voudrait décrire. Les funérailles ont eu lieu à l'église Holy Cross sur Franklin Street, avec des fleurs blanches, des bancs en chêne et 2 enfants de 7 ans assis au premier rang, sans pleurer. Non pas parce qu'ils ne souffraient pas, mais parce que ce qu'ils ressentaient avait dépassé les larmes. C'était arrivé à un endroit que les larmes ne pouvaient pas toucher. À partir de cette nuit-là, Félix n'a plus jamais appelé Ashton père. Chaque fois qu'il était forcé de se référer à lui, il disait lui. Nadia ne l'appelait plus du tout. Elle est simplement devenue silencieuse et a dessiné. Elle dessinait le même oiseau dans le coin de chaque page, de chaque cahier, de chaque feuille d'examen vierge. Un oiseau qui ne savait pas voler. Mais chaque fois qu'elle le dessinait, ses ailes étaient repliées contre son corps, comme s'il avait même renoncé à essayer. Et Ashton, à partir de ce jour, a porté la montre de poche de Conrad avec lui. Non pas parce qu'elle avait de la valeur, mais parce que c'était l'objet qui se trouvait sur la table la nuit où Conrad a appelé. L'objet qui avait compté ses 11 secondes avec lui. Et chaque matin, quand il la glissait dans la poche de son costume, son poids lui rappelait exactement le coût de cette décision. Et que c'était une dette qu'il ne finirait jamais de payer. À 3 rues de la Harbour Tower, au coin d'un parking industriel près du port, un endroit qui appartenait aux camions de marchandises le jour et à personne la nuit, il y avait un Van Ford Econoline de 1997, peinture blanche jaunie par le temps. Ses portes arrière fermées par une corde car la serrure s'était cassée l'hiver précédent. C'était la maison de Hazel Sinclair, 27 ans. Cheveux bruns foncés attachés lâchement sur le côté, avec un élastique qu'elle changeait environ tous les 3 jours quand il finissait par trop s'étirer. Yeux gris, pas le genre de gris froid, mais le genre calme, comme la surface d'un étang dont on ne peut deviner la profondeur avant d'y avoir mis les pieds. Ses mains étaient toujours marquées d'encre, non pas parce qu'elle était négligente, mais parce qu'elle écrivait encore. Chaque nuit, sous la petite lampe de poche accrochée au plafond du van,
Elle ouvrait le carnet en cuir usé et écrivait. Pas un journal intime pour raconter sa journée. Elle écrivait comme quelqu'un qui s'était tenu devant 30 enfants chaque matin écrivait encore. Des plans de cours pour des classes qui n'existaient plus. Des notes sur des livres que personne ne lirait jamais sous sa direction. Elle écrivait comme si, au moment où elle s'arrêterait, le dernier morceau de la personne qu'elle était autrefois disparaîtrait complètement. 2 ans et demi plus tôt, Hazel Sinclair était enseignante dans une école primaire publique à Dorchester, dans le sud de Boston. Elle enseignait en 3e année. Elle était le genre d'enseignante dont les enfants se souvenaient 10 ans après leur diplôme. Non pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle les voyait. Elle savait quel enfant avait faim parce qu'il n'y avait pas eu de petit déjeuner et qu'il le cachait. Quel enfant souffrait parce que ses parents s'étaient disputés la veille et qu'il souriait encore. Quel enfant n'avait peur, mais s'asseyait le dos droit parce qu'il pensait que la peur était une honte. Elle regardait d'une salle de classe comme on regarde une pièce pleine de codes, et elle pouvait tous les lire. Owen Beckett était son fiancé. 30 ans, architecte, le genre d'homme qui souriait avant même d'avoir fini une phrase et oubliait ses clés dans les endroits les plus absurdes. Ils étaient ensemble depuis 4 ans, s'étaient une fiancée à l'automne et prévoyaient de se marier en juin suivant. Cette nuit-là, c'était en novembre. Pluie. Hazel conduisait sur l'autoroute 90, revenant d'un dîner chez un ami d'Owen. Elle était fatiguée, mais pas endormie. Owen était assis sur le siège passager, parlant d'un nouveau projet, sa main esquissant des formes dans l'air comme il le faisait toujours quand il était excité. Elle s'est tournée pour le regarder. Juste 2 secondes, peut-être 3. Elle ne se souvenait pas exactement, car ces 2 secondes étaient la dernière chose qu'elle a vue avant que tout ne devienne frein, métal, verre brisé, puis silence. Elle s'est réveillée à l'hôpital avec des côtes cassées, une coupure sur le front, et un lit vide à côté d'elle où Owen aurait dû être. Il n'a pas survécu avant l'arrivée de l'ambulance. Après les funérailles d'Owen, Hazel est retournée à l'école pendant 11 jours. Le 12e jour, elle s'est tenue devant la classe, a regardé 30 petits visages tournés vers elle et a réalisé qu'elle ne pouvait pas le faire. Pas qu'elle ne pouvait pas enseigner. Elle ne pouvait pas se tenir devant ses enfants et prétendre être quelqu'un de confiance. Qu'elle avait le droit de leur parler du bien et du mal, de la prudence, de la responsabilité, alors qu'elle-même avait détourné le regard pendant 2 secondes et tué la personne qu'elle aimait le plus. Elle a pris un congé, puis un autre congé, puis n'est jamais revenue du tout. Ses économies ont disparu en 4 mois. Au 6e mois, elle ne pouvait plus se permettre l'appartement qu'elle louait à Dorchester. Elle a vendu presque tout ce qu'elle possédait, ne gardant que le carnet, quelques vêtements de rechange et le van qu'Owen avait acheté pour qu'ils puissent faire un road trip d'été qu'ils n'ont jamais eu la chance de faire. Elle a emménagé dans le van et n'en est jamais sortie. Non pas parce qu'elle n'avait pas d'autres options. Elle en avait. Sa sœur dans le New Hampshire appelait tous les mois. De vieux amis envoyaient des messages. Son ancienne école était prête à la reprendre. Mais Hazel n'acceptait rien de personne. Car, dans son esprit, le confort était quelque chose qu'elle n'avait plus le droit d'avoir. Owen était sous terre. Elle ne méritait pas de dormir dans un lit. Ce n'était pas un trouble psychologique. C'était une sentence qu'elle s'était écrite, signée, et qu'elle exécutait chaque jour en se réveillant dans le van glacial et en refusant de demander de l'aide à quiconque. Mais il y avait une chose que 2 ans de vie dans un van n'avaient pas effacée chez Hazel Sinclair, et c'était ses yeux. Elle regardait toujours le monde comme elle regardait une salle de classe. Chaque matin, assise sur le marchepied arrière du van avec une tasse de café instantané achetée avec ses dernières pièces, elle observait. Le vendeur de hot-dog au coin souriait à ses clients, mais quand il se détournait, ses épaules s'affaissaient. La jeune femme à l'arrêt de bus riait fort au téléphone, mais sa main serrait la sangle de son sac jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'enfant qui passait par le parking chaque après-midi avec une femme en uniforme d'infirmière marchait d'un pas lourd, mais la femme se penchait toujours pour lasser les chaussures de l'enfant. Hazel voyait tout cela. Elle pouvait lire qui allait bien et qui faisait semblant d'aller bien. C'était la seule chose pour laquelle elle était douée et qu'elle ne pouvait pas s'enlever. Car ce n'était pas une compétence. C'était sa façon d'exister. Et un soir d'octobre, alors qu'elle était assise dans le van à relire de vieilles notes de cours sous le faisceau d'une lampe de poche, « Non, tu es son à moi des
où elle a entendu le bruit de petits pas courant sur le pavé mouillé. Urgent, paniqué, les pas d'un enfant qui avait peur. Elle a posé le carnet et a éteint la lampe de poche. Ces petits pas ne sont pas passés. Ils se sont arrêtés, puis ont couru à nouveau, puis se sont arrêtés une fois de plus. Hazel connaissait ce rythme. Elle l'avait entendu des centaines de fois dans la cour de l'école à Dorchester. Le rythme des enfants qui ne savaient pas où ils couraient, mais savaient avec certitude qu'ils ne voulaient pas retourner en arrière. Elle a entrouvert la porte arrière du van et a regardé dehors. Deux enfants, un garçon et une fille d'environ 10 ans, en pyjama, pieds nus. Le garçon courait devant, sa main serrant fermement celle de la fille derrière lui, l'attirant avec le genre de prise que Hazel a reconnu instantanément. Pas une prise pour mener, mais une prise pour dire « Je ne te lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai pas. » Leurs pieds nus claquaient contre l'asphalte mouillé. Félix et Nadia s'étaient échappés du penthouse 19 minutes plus tôt. Le garçon connaissait le code de l'ascenseur parce qu'il l'avait mémorisé en regardant Pierce le taper. Il savait que la caméra du couloir avait un angle mort dans le coin droit, près de l'escalier de secours. Il savait que le changement de garde de la sécurité du sous-sol avait lieu à 10 heures et qu'il y avait un intervalle de 4 minutes entre un quart et le suivant. Il avait 10 ans, mais il observait comme quelqu'un qui avait vécu dans une zone de guerre. Mémorisant tout non pas parce qu'il le voulait, mais parce que ne pas se souvenir signifiait ne pas être en sécurité. Ils n'avaient pas de destination, poste de plan. Félix savait seulement que ce soir-là, Ashton s'était tenu devant la porte de leur chambre plus longtemps que d'habitude. Et chaque fois qu'il restait là aussi longtemps, cela signifiait qu'un autre étranger serait engagé le lendemain pour essayer de les réparer. Il ne voulait plus être réparé. Il voulait seulement aller quelque part où personne ne le regardait avec cette expression. L'expression de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui était cassé en lui. Le port, la nuit, appartenait à l'obscurité et à l'odeur de l'eau salée. Les vieux entrepôts le long du port projetaient de longues ombres sur le pavé, et le bruit de l'eau claquant contre les pilotis créait un rythme creux et régulier. Ils avaient couru 4 rues quand 3 hommes sont sortis de derrière une camionnette garée près du trottoir. L'un fumait, les 2 autres s'appuyaient contre le côté du camion. Ils ont regardé les 2 enfants pieds nus passer en courant et au début, n'ont pas prêté attention. Puis l'homme à la cigarette s'est légèrement penché, a regardé de plus près le visage du garçon sous le lampadaire et a dit quelque chose très doucement aux 2 autres. Tous les 3 ont commencé à suivre. Hazel n'a pas entendu ce qu'ils ont dit, mais elle a vu le rythme de leurs mouvements changer. De la marche à la traque, de la traque à l'accélération. Elle a vu Félix regarder en arrière, elle l'a vu tirer plus fort sur la main de Nadia, elle a vu les 2 enfants se mettre à courir. Et elle a su, avec l'instinct exact qui avait gardé 30 enfants en sécurité pendant chaque récréation, que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas réfléchi. Sa main a saisi le volant, a tourné la clé et a allumé les phares à pleine puissance. 4 faisceaux de lumière blanche ont déchiré l'obscurité du parking. En même temps, elle a klaxonné encore et encore. Le son rauque d'un van de 1997 ressemblait au cri d'un animal mourant. Mais c'était suffisant pour faire sursauter et se retourner les 3 hommes. Hazel a ouvert la portière du conducteur, est sortie, a porté son téléphone à son oreille même si elle n'appelait personne et a crié de la voix la plus claire qu'elle avait. « Oui, officier, je suis sur le parking du port. Il y a 3 hommes qui poursuivent 2 enfants et je vois très bien leurs 3 visages. » Elle ne voyait clairement le visage de personne, mais ils ne le savaient pas. Les 3 hommes se sont regardés, ont regardé les phares, ont regardé la femme qui criait dans un téléphone, puis se sont retournés et se sont dépêchés de retourner vers la camionnette. Le moteur a démarré. Les feux arrière rouges ont diminué au loin et le parking est retombé dans le silence. Les 2 enfants se tenaient à environ 10 pas de Hazel, respirant fort, leurs pieds nus sur le pavé froid. Nadia tremblait si fort que ses épaules tressautaient à chaque respiration. Félix se tenait devant sa sœur, les épaules carrées, les yeux fixés sur Hazel, l'évaluant d'une manière qu'aucun enfant de 10 ans n'aurait dû savoir évaluer qui que ce soit. Hazel a baissé le téléphone. Elle ne s'est pas approchée. Elle est avec que des enfants effrayés reculeraient si elle avançait. Elle s'est assise sur le marchepied de la portière du van, se mettant plus bas qu'eux, et a posé la seule question à laquelle elle pouvait penser. « Avez-vous faim? » Nadia l'a regardé. Félix l'a regardé.
Aucun n'a répondu. Hazel est retournée dans le van et a sorti une demi-boîte de crackers. Une vieille boîte en métal, du genre vendue chez Dollar General pour 1,25 $, avec environ 7 ou 8 crackers restants. C'était son dîner pour la nuit. Elle a posé la boîte sur le marchepied du van et a reculé d'un pas. Nadia s'est avancée la première. La fille a pris un cracker, a regardé Hazel, puis en a pris un autre. Elle a mangé lentement, comme quelqu'un qui a besoin de bien plus que de la nourriture, mais la nourriture, c'est la seule chose offerte pour le moment. Félix s'est avancé après elle. Il a pris un cracker, l'a tenu dans sa main, l'a regardé, puis l'a glissé dans sa poche. Il ne l'a pas mangé, il l'a gardé. Hazel n'a pas demandé pourquoi. Ils sont restés assis en silence pendant environ 4 minutes. Personne n'a dit son nom. Personne n'a demandé qui était qui. C'était juste 2 enfants pieds nus et une femme vivant dans un van partageant une boîte de crackers bon marché dans un parking sombre près du port de Boston. Et d'une manière ou d'une autre, ces 4 minutes de silence contenaient plus que tous les mots de réconfort que n'importe quel tuteur à 300 $ avait jamais essayé de donner. Le bruit de pneus crissant sur le pavé a brisé le silence. Un vieux S noir est entré en trombe dans le parking, feu éteint. La portière s'est ouverte avant que le véhicule ne soit complètement arrêté. Pierce est sorti. Son visage était aussi illisible que jamais. Mais la façon dont ses yeux ont balayé tout le parking, puis se sont arrêtés sur les 2 enfants, montrait que les 23 dernières minutes avaient été les plus longues de sa vie depuis qu'il avait quitté l'armée. Il s'est approché, a posé une main sur l'épaule de Félix et a fait un signe de tête à Nadia. Puis il a regardé Hazel, a regardé le van, a regardé la boîte de crackers. Son regard n'était pas hostile, mais il n'était pas reconnaissant non plus. Il était simplement en train de la mesurer, de la classer dans une catégorie du système que les hommes comme lui utilisaient pour diviser le monde en 2 types, sûr et non sûr. Il a ramené les enfants au Voyous. Avant de fermer la portière, il s'est retourné et a regardé la plaque d'immatriculation de Hazel, et elle a su qu'il l'avait mémorisée. 12 heures après cette nuit, Paxton Greer a posé un mince dossier sur le bureau d'Ashton. Mince, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à y mettre. Hazel Ann Sinclair, 27 ans, née à Worcester, Massachusetts. Licence en éducation élémentaire de l'Université de Boston. Enseignante de 3e année dans une école publique de Dorchester pendant 3 ans. Notée excellente par l'administration, adorée par les parents et les élèves. Fiancée, Owen Beckett. Tuée dans un accident de voiture sur l'autoroute 90 en novembre, 2 ans et demi plus tôt. Hazel était de la conductrice. Pas d'alcool dans son système, pas d'excès de vitesse. La police a conclu que l'accident était dû à une perte de contrôle sur chaussée mouillée. Pas de casier judiciaire. Pas d'antécédents de drogue. Pas de mauvaise dette, à l'exception de 2 mois de loyer en retard et d'un prêt à tempérament en souffrance sur son van, signalé pour reprise de possession il y a des mois. Aucun lien avec une organisation, un gang ou un individu sur la liste de surveillance de Val. Paxton se tenait de l'autre côté du bureau, les 2 mains jointes derrière le dos par habitude, et parlait de la voix plate qu'il utilisait pour tout type de proposition, qu'il s'agisse de commander des fleurs ou de se débarrasser d'un corps. Il a dit que l'option la plus propre était de lui donner de l'argent et de lui dire de quitter la région. Si elle ne prenait pas l'argent, il y avait d'autres options, plus rapides, et il n'aurait besoin que de 10 minutes. Ashton n'a pas levé les yeux. Il fixait la photographie agrafée à la première page du dossier, la photo du permis de conduire de Hazel prise 3 ans plus tôt. Sur la photo, elle souriait. Pas un sourire pour l'appareil photo, mais un sourire comme si, juste avant le flash, quelqu'un avait dit quelque chose qui l'avait vraiment rendue heureuse, et son visage n'avait pas encore eu le temps de reprendre son expression habituelle. Les yeux gris sur la photo étaient brillants et ouverts. Le genre Dieu qui croyait encore que le monde fonctionnait selon des règles compréhensibles. Ashton a regardé ses yeux pendant longtemps, non pas parce qu'il était attiré par eux, mais parce qu'il les reconnaissait. Il savait exactement à quel moment des yeux comme ceux-là s'assombrissaient. Quand quelque chose vous était enlevé et que vous réalisiez que peu importe combien d'argent vous aviez, combien de pouvoir, même un empire à vos pieds, vous ne pouviez pas le racheter. Il avait vu ce moment dans son propre reflet 41 jours après cette nuit de janvier, 3 ans plus tôt. Il a fermé le dossier.
Il a dit à Paxton qu'il n'y avait besoin d'aucune option, juste de la laisser tranquille. Paxton n'a pas demandé pourquoi, parce que Paxton ne demandait jamais pourquoi. Il a seulement hoché la tête, a pris le dossier et est sorti. 5 jours plus tard, Felix et Nadia se sont enfuis une deuxième fois, mais cette fois, c'était différent. La première fois, ils avaient une fuite parce qu'ils voulaient s'échapper. Cette fois, ils sont partis parce qu'ils voulaient arriver quelque part. Félix connaissait l'emplacement exact du van. Il avait mémorisé le trajet en étant assis dans la voiture de Pierce sur le chemin du retour. Il a mené Nadia à travers exactement 4 rues, a tourné à droite à l'intersection près du vieil entrepôt et s'est arrêté devant le Ford Econoline blanc jauni avec la corde attachée autour des porte-barrières. Nadia portait une boîte de biscuits, pas le genre à 1,25 $ de Dollar General, le genre de la cuisine de Penthouse dans une boîte carrée avec un couvercle hermétique, le genre que le chef privé d'Ashton commandait à une boulangerie de Newbury Street. La fille tenait la boîte contre sa poitrine avec ses 2 mains, soigneusement, comme si ce qu'elle contenait importait bien plus que des biscuits. Hazel a entendu frapper sur le côté du van à 8 heures ce soir-là. Elle a ouvert la porte et a vu les 2 visages familiers. La petite fille a tendu la boîte et a dit « La dernière fois, vous nous avez donné à manger. On voulait vous le rendre. » Hazel a regardé la boîte, puis la fille, puis le garçon debout derrière elle. Les mains dans les poches, les épaules droites, les yeux balayant le parking avant de revenir vers elle avec le même regard qu'elle avait vu la nuit précédente, mais qu'elle ne pouvait que maintenant lire pleinement. Le regard d'un enfant essayant de déterminer si cet adulte pouvait être digne de confiance et qui n'avait toujours pas abouti à une conclusion. Elle a accepté la boîte. Elle les a invités à s'asseoir sur le marchepied du van. Nadia s'est assise tout de suite. Félix est resté debout quelques secondes de plus avant de finalement s'asseoir. Et quand il l'a fait, il a choisi la place la plus proche du bord extérieur où il pourrait se lever et tirer sa sœur en 1 seconde s'il le fallait. Ils ont mangé des biscuits en silence pendant un moment. Puis Félix a demandé, sans la regarder, « Pourquoi vivez-vous dans un van? » Hazel a posé le biscuit sur ses genoux. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu donner une version plus douce, la version que les adultes utilisent souvent avec les enfants parce qu'ils pensent que la vérité est trop lourde pour eux. Mais elle a regardé ce garçon de 10 ans qui connaissait les codes d'ascenseur, les angles morts des caméras et les changements de garde de la sécurité. Et elle a compris que lui mentir ne serait pas une protection. Ce serait une insulte. Elle a dit que 2 ans plus tôt, elle conduisait par une nuit pluvieuse et la personne assise à côté d'elle est morte. Elle a dit qu'elle n'avait pas été gravement blessée, mais qu'il n'avait pas survécu. Elle a dit que depuis lors, elle n'avait pas pu se pardonner. Et quand on ne peut pas se pardonner, on ne pense pas mériter un toit, un lit ou toute autre chose que les gens ordinaires ont. Félix a écouté. Il n'a pas dit qu'il était désolé pour sa perte. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il est resté silencieux un moment, les doigts tournant le biscuit dans sa poche, celui qu'il avait gardé de la veille et qu'il n'avait toujours pas mangé. Puis il a dit, « Mon père est comme ça aussi. Il a fait quelque chose qu'il ne peut pas se pardonner non plus. Mais il vit toujours dans un penthouse. » Il ne l'a pas dit pour comparer ni pour juger. Il l'a dit de la voix plate et précise d'un enfant qui avait pensé très longtemps, seul, dans le noir. Et c'était la première fois qu'il le disait à voix haute à un adulte qu'il ne détestait pas. Hazel a regardé le garçon. Elle a regardé la petite fille à côté de lui, qui traçait quelque chose sur le marchepied en métal du van avec son doigt. Une forme familière que Hazel n'avait pas encore reconnue. Et elle a ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la chaleur, pas de la tendresse, mais quelque chose de vif et de clair comme une coupure. 3 êtres humains assis sur le marchepied d'un vent rouillé dans un parking sombre, chacun portant une blessure que personne ne pouvait voir, chacun se punissant d'une manière différente. L'un vivait dans un van, l'autre au 31e étage, et 2 enfants vivaient à l'intérieur de 34 feuilles de papier blanc. 3 jours plus tard, à 10 heures ce soir-là, on a frappé sur le côté du van. Pas les petits coups hésitants d'enfants, c'était le coup d'un adulte. 2 coups. Ferme, décisif. Le genre de coup que donne quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'attendre. Hazel était enroulée dans son sac de couchage, son carnet ouvert sur sa poitrine, la lampe de poche éteinte. Elle s'est redressée d'un coup.
Sa main a atteint sa droite par réflexe, se refermant sur le tournevis qu'elle gardait près de son oreiller depuis le premier jour où elle avait commencé à vivre dans le van. Non pas parce qu'elle croyait que cela la sauverait de quelque chose de vraiment dangereux, mais parce que la sensation de quelque chose de dur dans sa main lui donnait juste assez de courage pour ouvrir la porte quand l'obscurité frappait de l'extérieur. Elle a entrouvert la porte arrière, juste une fente assez large pour voir à travers. Et elle a vu un homme debout au milieu d'un parking industriel à 10 heures du soir, portant un costume 3 pièces. Personne à côté de lui, pas de voiture noire aux vitres teintées garée à proximité, pas de Pierce, pas de Paxton, pas d'ombres alignées derrière lui. Juste un homme seul, et sous le faible lampadaire jaune, elle a vu son visage plus clairement que la première fois. Aux traits vifs, épuisés, et portant quelque chose qu'elle a failli ne pas reconnaître parce que cela semblait trop déplacé sur un visage comme celui-là. De la confusion. Ashton Vale l'a regardé à travers la fente de la porte du van et a parlé de ce qu'elle a deviné être la voix la plus ordinaire qu'il avait. Le genre de voix qu'il utilisait dans les salles de conseil en faisant une offre que l'autre personne n'était pas censée refuser. Il a dit qu'il était le père des 2 enfants qu'elle avait rencontrés. Il a dit qu'il savait qui elle était, savait ce qu'elle avait fait autrefois, connaissait sa situation actuelle. Il parlait franchement, sans détour, sans introduction polie, car la politesse n'était clairement pas quelque chose pour laquelle il était doué ou qui l'intéressait. Il a dit qu'il avait une offre. Elle aurait sa propre chambre dans sa maison, un salaire mensuel plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais gagné en enseignant. En échange, elle aiderait ses 2 enfants à fonctionner à nouveau normalement. Il a utilisé ce mot exact, fonctionner. Hazel l'a entendu et a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la colère, mais de la tristesse. Le genre de tristesse réservée à 2 enfants dont le père les décrivait dans le langage utilisé pour les machines. Elle a ouvert la porte du van plus largement. Elle tenait toujours le tournevis, mais sa prise s'était desserrée. Elle l'a regardé, a regardé le costume, a regardé les chaussures cirées sur l'asphalte sale du parking, a regardé ses mains posées à ses côtés d'une manière qui lui disait qu'elles ne savaient pas où aller d'autre. Et elle a dit non, il n'a rien montré à l'extérieur. Il a seulement légèrement penché la tête, le penchant d'un homme peu habitué au refus et qui traitait maintenant l'information. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin d'un tuteur. Il n'avait pas besoin d'un autre étranger entrant dans la vie de ses enfants avec une feuille de temps et un emploi du temps. Il devait s'asseoir et parler à ses enfants. Vraiment parler, pas engager quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Ashton l'a regardé, silencieux. Pas le silence que Félix avait décrit la nuit précédente à travers ses yeux, le genre de silence de 11 secondes qui figeait tout sur place. C'était un silence différent. Le silence d'un homme face à une phrase qu'il savait vraie et pour laquelle il n'avait aucun argument préparé. Puis il a parlé, très doucement, plus doucement qu'un murmure. Le genre de douceur qui aurait fait se pencher Mademoiselle Aldridge pour entendre. Car ce n'était pas quelque chose qu'il disait à Hazel. Il se le disait à lui-même et elle se trouvait juste assez près pour l'entendre. Si je savais comment faire ça, je ne serais pas ici. Hazel s'est arrêtée. Elle a regardé cet homme, un homme dont le dossier, que Pierce avait presque certainement renvoyé, aurait montré qu'il dirigeait un empire, contrôlait des centaines de personnes, prenait des décisions valant des millions de dollars chaque semaine. Un homme que toute la ville craignait ou à qui elle devait quelque chose. Et il se tenait devant un vin rouillé à des heures du Chora, disant à une femme sans abri qu'il ne savait pas comment parler à ses propres enfants. C'était la phrase la plus honnête qu'Ashton Vale ait dite à un étranger en 3 ans. Et Hazel savait qu'elle était honnête parce qu'elle reconnaissait ce visage. Le visage de quelqu'un qui venait de dire quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de dire et qui était maintenant déstabilisé par lui-même. Elle n'a pas accepté à cause de l'argent. Elle n'a pas accepté à cause de la chambre privée ou parce que cela lui permettrait d'échapper au van. Elle a accepté parce qu'au moment où Ashton a prononcé ces mots, elle a vu derrière lui, non pas avec ses yeux, mais avec sa mémoire, le visage de Nadia quand la petite fille avait tendu la boîte de biscuits et dit « On voulait vous le rendre ». Ses grands yeux la regardant avec quelque chose que Hazel avait vu chez des centaines d'enfants dans sa classe à Dorchester, mais jamais aussi clairement. De l'espoir. Pas un grand espoir, juste un petit espoir fragile. Le genre qui se briserait si vous le teniez trop fort
et qui s'éteindrait si vous partiez. Hazel a dit « D'accord ». Elle l'a dit d'une voix ordinaire, ni solennelle, ni dramatique, juste un seul mot tombant dans l'espace entre le van et le costume 3 pièces. Ashton a hoché la tête, une fois. Puis il s'est retourné et est reparti dans l'obscurité du parking. Hazel est restée à la porte du van et a regardé jusqu'à ce que son ombre disparaisse complètement. Puis elle a baissé les yeux sur sa main. Elle tenait toujours le tournevis. Elle l'a posé et pour la première fois en 2 ans, elle n'en a pas eu besoin pour ouvrir la porte. 2 jours plus tard, Hazel Sinclair est entrée dans l'ascenseur privé de la Harbour Tower avec un sac à dos contenant 2 changes, son carnet en cuir usé, un stylo et rien d'autre. L'ascenseur était revêtu de chêne foncé, avec un plafond en miroir et un sol en marbre. Et quand les portes se sont ouvertes au 31e étage, Hazel est entrée pour la première fois dans le penthouse d'Ashton Vale. Sa main a effleuré le cadre de la porte de l'ascenseur, sentant le métal froid et poli sous ses doigts, puis s'est retirée comme si elle avait été brûlée. Non pas parce que c'était froid, mais parce que tout ici était trop propre, trop cher, trop silencieux. Et ses mains tachées d'encre se sont soudain senties complètement déplacées dans cet espace. Le penthouse s'est ouvert devant elle comme un autre monde. De hauts plafonds, des baies vitrées du sol au plafond, donnant sur toute la baie de Boston. Des parquets en bois sombre si parfaitement polis qu'elle pouvait voir le faible reflet d'elle-même se déplaçant à travers eux. Une petite silhouette déplacée dans toute cette immensité. Il n'y avait pas de musique, pas d'odeur de cuisine, aucun signe que des enfants vivaient ici. Pas de jouets, pas de petites chaussures laissées près de la porte, pas de dessins collés sur le réfrigérateur. Cette maison était propre et vide comme une galerie de musée est propre et vide. Belle, mais pas vraiment habitée. Nadia est apparue la première. Elle est sortie en courant du couloir de droite, ses pieds en chaussettes glissant sur le parquet. Et elle s'est jetée sur Hazel sans s'arrêter, sans hésiter, sans vérifier si un adulte le permettrait. Elle a enroulé ses 2 bras autour de la taille de Hazel et s'est accrochée fermement. Le genre d'étreinte qui vient d'un enfant qui a attendu que quelqu'un arrive sans jamais être sûr qu'il le ferait vraiment. Hazel est restée immobile une seconde, puis elle a posé une main sur la tête de Nadia, doucement, et n'a rien dit. Félix se tenait au bout du couloir. Il n'a pas couru vers elle. Il s'appuyait d'une épaule contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine, et regardait Hazel avec ce même regard calculateur qu'elle avait vu dans le parking. Il la soumettait à un test dont elle ne connaissait pas les règles. Et elle a compris que si elle faisait un seul faux pas, juste un, la porte qu'il avait entr'ouverte la nuit précédente se refermerait pour toujours. Elle lui a fait un signe de tête de loin. Il n'a pas répondu, mais il n'est pas parti non plus. Pierce se tenait près de l'entrée de la cuisine, les mains jointes derrière le dos. Ses yeux suivaient les mouvements de Hazel dans l'espace avec le regard d'un homme évaluant le niveau de menace. Paxton était assis au bord de la cuisine, un verre d'eau à la main qu'il ne buvait pas, et la regardait avec un regard qu'elle a compris tout de suite. Il la regardait comme il regardait une faille dans un système de défense, une variable incontrôlée, et il n'aimait pas les variables. Ashton n'était pas là. Hazel n'a pas demandé où il était. Elle a compris que l'absence était intentionnelle. Il l'avait engagé pour les enfants, pas pour lui-même, et cette limite avait été tracée avec du vide plutôt qu'avec des mots. Pendant la première semaine, Hazel n'a ouvert aucun livre. Elle n'a pas sorti de test. Elle n'a pas posé de questions sur les notes, l'école ou tout ce qui était lié aux 34 pages blanches autour duquel toute cette maison semblait tourner. Elle est simplement restée avec les enfants. Le matin, elle s'asseyait à la table de la cuisine pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. L'après-midi, elle s'asseyait dans le salon quand ils y étaient. Elle ne demandait pas grand-chose. Elle ne forçait pas la conversation. Elle était simplement présente. De la manière de quelqu'un qui comprenait que parfois, ce dont un enfant a besoin, ce ne sont pas des mots, mais la preuve que quelqu'un est là et ne va nulle part. Félix ne lui a pas parlé pendant 4 jours. Nadia était différente. La fille suivait Hazel comme une ombre, s'asseyant à côté d'elle dès qu'elle le pouvait, et dessinant constamment sur toutes les surfaces avec tout ce qu'elle pouvait tenir. Et toujours la même figure. L'oiseau. L'après-midi du 5e jour, Hazel était assise à côté de Nadia sur le sol du salon. La fille dessinait l'oiseau dans le coin d'une feuille A4 qu'elle avait prise de l'imprimante du bureau d'Ashton. Hazel a regardé le dessin.
Elle a regardé de très près. Le petit oiseau, ses ailes repliées contre son corps, debout sur une ligne que la fille avait dessinée comme le sol. Hazel a demandé doucement, comme si la question n'avait pas beaucoup d'importance, même si elle savait qu'elle importait plus que presque toutes les questions qu'elle avait jamais posées. Cet oiseau vole ou marche? Nadia a arrêté de dessiner. Elle a regardé son propre dessin, a penché la tête, puis a regardé Hazel avec des yeux que Hazel a vus, pour la première fois, sans garde. Il marche. Parce que maman a dit qu'il ne sait pas voler, mais qu'il marche jusqu'au bout du monde. La pièce est devenue très silencieuse. La lumière de l'après-midi d'octobre se déversait à travers le mur de verre et s'étirait sur le parquet. Félix était assis dans le coin le plus éloigné du salon, le dos contre le mur, le regard baissé. Mais Hazel savait qu'il écoutait, car tout son corps s'était immobilisé de la manière dont les gens ne s'immobilisent que lorsqu'ils écoutent avec tout ce qu'ils ont. Hazel a regardé le dessin de l'oiseau aux ailes repliées, puis elle a regardé Nadia et elle a dit très doucement, gentiment, de la même voix qu'elle avait utilisée autrefois avec les élèves de troisième année à Dorchester, quand elle savait que la phrase suivante importerait plus que tout un semestre de leçons. Elle marche aussi. Nadia l'a regardée. Pas comme les enfants regardent les adultes d'en bas en attendant, mais droit devant, directement. Comme si pour la première fois depuis très longtemps, elle voyait un adulte qui ne disait pas « tout va bien se passer », qui ne disait pas « je comprends ce que tu ressens », qui ne disait aucune des centaines de phrases que les adultes utilisent pour combler un silence dans lequel ils ne savent pas s'asseoir. Au lieu de cela, cette femme a dit qu'elle marchait aussi, qu'elle ne savait pas voler non plus. Et Nadia, 10 ans, a compris cela de la manière dont seul un enfant habitué à la vérité peut comprendre. Complètement, immédiatement, et sans avoir besoin d'un autre mot. Elle laisse retourner à son dessin. Puis elle a dessiné un deuxième oiseau, plus petit, debout à côté du premier sur la même ligne de sol. Aucun d'eux n'avait les ailes déployées, mais tous deux marchaient. La deuxième semaine, Hazel a tout déplacé dans la cuisine. Pas dans la salle de classe qu'Ashton avait déjà préparée au bout du couloir. La pièce avec le bureau en chêne, le tableau blanc, les étagères remplies de manuels que personne n'avait ouverts, la lumière fluorescente et l'odeur des livres neufs. Hazel a regardé cette pièce une fois, puis a fermé la porte. Elle est allée directement dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et sorti une boîte d'œufs, une barquette de beurre et une miche de pain. Elle a tout posé sur le comptoir en granit et a dit à Félix et Nadia que ce matin, on faisait des œufs au plat. Nadia a regardé les ingrédients, puis Hazel, avec l'excitation prudente d'un enfant qui voulait croire, mais n'osait pas tout à fait encore. Félix s'est assis au bord de la cuisine, les bras croisés sur sa poitrine, ne refusant pas, mais ne participant pas non plus. Se plaçant à la distance exacte pour observer sans avoir à admettre qu'il était intéressé. Hazel a commencé. Elle a dit qu'elle cuisinait pour 4 personnes et qu'elle avait besoin que les enfants l'aident à compter. Si nous avons une douzaine d'œufs et que la portion de chaque personne nécessite exactement 15% du total, combien d'œufs restera-t-il si nous nourrissons tous les 4? Nadia a ouvert la bouche et a commencé à compter sur ses doigts, mais Félix a répondu le premier. 8 œufs, 4 tranches de pain, 4 cuillères de beurre. Il l'a dit vite, proprement, automatiquement, de la voix de quelqu'un qui répond avant que son esprit ait le temps de réaliser que c'était une question de mathématiques. Puis, il s'est arrêté. Il a regardé Hazel. Hazel ne l'a pas félicité. Elle n'a pas dit « très bien » ou « c'est juste », comme tous les tuteurs avant elle l'avaient fait, chaque fois qu'ils essayaient de lui arracher une réaction. Elle a seulement hoché la tête et sorti 8 œufs et a continué. Elle a cassé le premier œuf dans la poêle. Le blanc s'est étalé sur la surface chaude, passant de transparent à opaque. Elle a demandé aux enfants s'ils savaient pourquoi ils changeaient de couleur. Nadia a secoué la tête. Félix n'a pas répondu, mais ses yeux s'étaient déjà déplacés de Hazel à la poêle. Elle a expliqué que les œufs contiennent quelque chose appelé protéine. Et quand la protéine rencontre la chaleur, elle change de structure, de liquide à solide, de transparent à blanc. Non pas parce que l'œuf est ruiné, mais parce que la chaleur change la façon dont les molécules se connectent les unes aux autres. Elle l'a dit simplement, sur le ton d'une histoire plutôt que d'une leçon. Et Nadia a regardé l'œuf cuire dans la poêle comme si c'était de la magie que quelqu'un lui expliquait pour la première fois, avec des mots qu'elle pouvait réellement comprendre. Pendant que les œufs cuisaient, Hazel leur a raconté une histoire. Elle leur a parlé du North End,
le quartier à moins de 30 minutes en voiture de ce penthouse, où il y a plus de 100 ans, des femmes immigrées d'Italie sont venues à Boston avec rien d'autre que les vêtements sur leur dos et des recettes dans leur tête. Elle leur a parlé des femmes qui ont ouvert les premiers restaurants dans des cuisines de sous-sol exigus, cuisinant pour des quartiers entiers avec les ingrédients les moins chers qu'elles pouvaient trouver, transformant presque rien en repas dont les gens se souvenaient encore 5 générations plus tard. Elle a dit qu'elles avaient commencé à zéro, et que zéro n'était pas une erreur, zéro c'était propre. Zéro c'était l'endroit le plus stable où se tenir, parce qu'il n'y avait plus rien à perdre. Félix a écouté. Il n'a pas commenté, mais à un moment donné, il avait décroisé les bras. Et maintenant, ses deux mains reposaient sur le comptoir, ses doigts tapant un rythme régulier que Hazel a reconnu comme le rythme de quelqu'un qui réfléchit. Au troisième œuf, Hazel a été négligente. Le bord chaud de la poêle a effleuré le dos de sa main et une fine ligne rouge est apparue instantanément sur sa peau. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas retiré sa main brusquement. Elle a seulement posé la poêle sur la cuisinière et a tenu sa main sous le robinet d'eau froide, son expression inchangée. Nadia l'a regardée avec inquiétude. Mais celui qui a bougé, c'est Félix. Le garçon a glissé du tabouret de bord, s'est dirigé directement vers le troisième placard de cuisine à gauche, a ouvert le tiroir du haut et a sorti la boîte de premiers secours blanche avec la croix rouge sur le couvercle. Il savait exactement où elle se trouvait. Non pas parce que quelqu'un le lui avait montré, mais parce qu'il avait mémorisé l'emplacement de chaque chose dans cette maison, avec l'instinct d'un enfant élevé dans un monde où la préparation était le seul moyen de se sentir en sécurité. Il a posé la boîte de premiers secours sur le comptoir devant Hazel. Puis il a dit doucement, les yeux sur la brûlure et non sur son visage. Ma mère se brûlait en cuisinant aussi. Elle faisait toujours semblant que ça ne faisait pas mal. La cuisine est devenue silencieuse. Le bruit de l'eau coulant du robinet, le doux sifflement de l'huile dans la poêle. Et entre ces deux sons, une phrase d'un garçon de 10 ans qui, pour la première fois, parlait de sa mère. Non pas pour blesser son père, non pas pour accuser, non pas pour la transformer en arme, mais simplement parce qu'il se souvenait et parce que la femme en face de lui venait de se brûler sans faire de bruit, exactement comme sa mère le faisait. Et ce souvenir s'était présenté avant qu'il ne puisse l'arrêter. Hazel ne l'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas dit « Je suis désolé pour votre mère ». Elle l'a regardé et a dit « Merci, tu as des mains très prudentes ». Puis elle a ouvert la boîte de premiers secours, a mis un petit pansement sur la brûlure et s'est retournée pour faire frire le reste des œufs. Après le petit déjeuner, Hazel a pris une feuille de papier A4 vierge du bureau d'Ashton et l'a placée au milieu de la table de la cuisine. Elle a regardé les deux enfants. Elle a dit qu'elle savait ce que les 34 pages blanches précédentes avaient signifié pour eux et qu'elle ne leur demandait pas d'expliquer. Mais elle voulait qu'ils regardent cette page, qu'ils la regardent très attentivement. Elle était blanche. Elle était vide. Il n'y avait encore rien dessus. Et ça, dit-elle, ce n'était pas un échec. C'était propre. Rien n'avait encore mal tourné sur cette page. Rien n'avait été barré. Rien n'avait été noté. Personne ne l'avait jugé. Elle était à zéro, et propre signifiait que vous aviez le droit de commencer. Nadia a pris un stylo sans hésiter. Elle a dessiné l'oiseau dans le coin droit de la page, comme à chaque fois. Petit, elle le replié, debout sur une ligne droite de sol, mais cette fois, à côté de l'oiseau, elle a ajouté un mot en très petites lettres, dans l'écriture ronde et inégale d'une enfant de 10 ans. Marche. Félix a regardé le papier. Il n'a pas pris de stylo tout de suite. Il est resté assis un long moment, les doigts tapant sur la table. Puis il a pris un crayon et dans le coin gauche de la page, et en face de la brûlure de Nadia, il a écrit 2 mots. 11 secondes. Hazel a regardé les 2 coins de la page. Elle n'a pas demandé ce que signifiait 11 secondes. Elle savait qu'il y aurait un moment où il le lui dirait, ou pas. L'un ou l'autre était permis. Ashton n'entrait pas dans la cuisine quand Hazel enseignait aux enfants. Il ne demandait pas ce qu'elle enseignait, comment elle l'enseignait, ou quel progrès il faisait. Il ne demandait pas de rapport hebdomadaire ni de tableau d'évaluation, mais il regardait les caméras. Son bureau avait 4 moniteurs de sécurité sur l'étagère derrière son bureau, montrant habituellement le couloir, l'ascenseur, l'entrée du sous-sol et le hall principal. Mais à partir de la 2e semaine,
Il a basculé l'un des 4 écrans sur l'angle de la cuisine. Il le regardait entre les appels, entre les piles de documents, entre les décisions valant des millions de dollars qu'il prenait chaque jour sans ciller. Il regardait Hazel casser des œufs, regardait Nadia debout sur un tabouret pour atteindre le comptoir de la cuisine, regardait Félix assis au bord les bras croisés, puis les décroiser, puis commencer à taper des doigts dans un rythme qu'Ashton ne pouvait pas entendre car la caméra n'avait pas ce de son. Puis d'un matin, il a vu quelque chose auquel il n'était pas préparé. Hazel retournait un œuf dans la poêle et l'a mal retourné. L'œuf s'est replié sur lui-même et a roussi dans un coin, de la fumée s'élevant. Et Nadia, debout à côté d'elle, a éclaté de rire. Pas un rire poli, pas un rire parce qu'on lui avait dit de rire. Un vrai rire. Un rire surpris, le genre qui s'échappe avant que l'esprit ait le temps de le permettre. Le rire d'une enfant de 10 ans, entendant quelque chose de drôle et réagissant avec tout son corps. Ashton a regardé sa fille rire sur l'écran de sécurité et la main tenant son stylo s'est arrêtée au milieu de sa signature. Puis la caméra a capté Félix. Le garçon était toujours assis au bord, les yeux sur l'œuf brûlé, et le coin de sa bouche s'est levé, juste légèrement. Un mouvement si petit qu'il était presque invisible sur l'écran noir et blanc. Puis il s'est arrêté, comme si les muscles de son visage avaient oublié comment terminer ce mouvement. Avait oublié qu'après que le coin de la bouche se lève, l'étape suivante est de sourire. Et 3 ans sans utiliser ce mécanisme l'avaient laissé rouiller à mi-chemin. Ashton a éteint l'écran. Il laisse rester assis dans le bureau assombri, la seule lumière étant une fine bande qui fuyait sous la porte. Et il laisse rester là longtemps. Il ne savait pas ce qu'il ressentait, car il ne s'était rien permis de ressentir du tout en 3 ans. Et maintenant, quelque chose montait dans sa poitrine pour lequel il n'avait pas de nom et aucun moyen de le contrôler. À partir de cette semaine-là, de petites collisions ont commencé à se produire. Pas des majeurs, pas des conversations significatives ou des moments de regard à la lueur des bougies. Juste des choses si petites qu'elles étaient presque invisibles. Des choses que seules les 2 personnes impliquées savaient exister. À 2 heures du matin, Hazel s'est réveillée car elle n'était toujours pas habituée à dormir dans une chambre avec un vrai lit après 2 ans dans un van. Elle est sortie dans le couloir pour prendre de l'eau et a vu Ashton debout devant la porte de la chambre des enfants. Il ne frappait pas, ne l'ouvrait pas, il se tenait juste là. Son dos contre le mur opposé, les 2 bras le long du corps, la tête légèrement inclinée vers la porte comme s'il écoutait quelque chose de l'autre côté. Il écoutait ses enfants respirer. Hazel s'est arrêtée au bout du couloir. Il l'a vu. Elle l'a vu. Aucun d'eux n'a rien dit, ils n'en avaient pas besoin. Elle a compris que c'était la seule façon qu'il connaissait pour rester proche de ses enfants sans rien endommager davantage. Se tenir devant la porte et écouter la preuve qu'ils étaient toujours là, qu'ils respiraient toujours, qu'ils étaient toujours en vie. Elle est retournée dans sa chambre sans prendre d'eau. La nuit suivante, à 9 heures, Hazel était assise à la table de la cuisine, écrivant dans son carnet, quand quelqu'un du personnel de cuisine a apporté un plateau de nourriture. Risotto aux truffes et champignons, salade, un verre de limonade. Pas les restes du dîner d'Ashton. Une assiette séparée, bien arrangée, la serviette pliée en carré, les couverts placés exactement là où ils devaient être. Hazel a regardé l'employé de cuisine et a demandé qui l'avait envoyé. L'employé a dit que M. Vell avait demandé qu'on le monte. Ashton n'était pas dans la cuisine. Il était dans son bureau, la porte fermée. Et quand Hazel est passée devant en retournant dans sa chambre, elle a vu à travers la légère ouverture qu'il était assis là, lisant des documents, les yeux baissés sur la page, un stylo à la main, et il n'a pas levé les yeux. Il lui envoyait de la nourriture sans la regarder. C'était sa façon de prendre soin. Par des actions et jamais des mots. Par des choses qui apparaissaient silencieusement, sans explication et sans attendre de remerciements. À la fin de la 3e semaine, Hazel nettoyait la cuisine après avoir cuisiné avec les enfants et a ouvert le dernier tiroir sous le comptoir à la recherche d'un torchon. Il n'y avait pas de torchon. À la place, sous une pile de serviettes en tissu inutilisées, se trouvait une photographie. Une photographie d'une femme tenant 2 nouveau-nés, un dans chaque bras et riant. Un grand rire, les yeux fermés. Le genre de rire que l'on a quand on est si heureux qu'on n'a pas besoin de voir quoi que ce soit, car tout ce dont on a besoin est déjà dans ses bras, Lena. Hazel a regardé la photographie pendant longtemps, puis elle l'a portée dans la chambre des enfants,
a essuyé la poussière avec sa manche et l'a placée debout sur la petite étagère entre les deux lits. Là où Félix et Nadia la verraient chaque matin en ouvrant les yeux et chaque soir avant de s'endormir. Elle n'a pas demandé à Ashton. Elle n'a pas demandé la permission. Car elle a compris que la photographie avait été cachée dans le tiroir de la cuisine, non pas parce qu'Ashton voulait la cacher, mais parce qu'il ne savait pas où la placer dans une maison où chaque coin lui rappelait le prix qu'il avait payé. Cette nuit-là, Ashton est passé devant la chambre des enfants. La porte était légèrement ouverte. Il a regardé à l'intérieur et a vu la photographie de Lena sur l'étagère entre les deux lits, la veilleuse éclairant le visage de sa femme souriante. Il s'est arrêté sur le seuil. Sa mâchoire s'est crispée. Sa main droite s'est serrée, puis relâchée, serrée à nouveau, puis relâchée. Il est resté là pendant 15 secondes, peut-être 20, regardant la photographie qu'il avait cachée 3 ans plus tôt, car chaque fois qu'il voyait ce sourire, il entendait la voix de Conrad sur le haut-parleur et le son de son propre silence de 11 secondes. Il n'est pas entré pour enlever la photographie. Il n'a pas appelé Hazel pour lui dire qu'elle avait franchi une ligne. Il s'est retourné, est retourné à son bureau et a fermé la porte. Et cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, la photographie de Lena Vale n'était cachée dans aucun tiroir. Conrad Vale est arrivé sans prévenir un samedi après-midi, utilisant l'ascenseur privé dont il avait la clé depuis avant même qu'Ashton n'emménage dans cet immeuble. Il est sorti au 31e étage dans un long manteau de cachemire, les cheveux argentés brossés en arrière, des chaussures cirées, portant avec lui l'odeur de cigares chers et l'habitude de tout contrôler. Il n'a pas frappé, car Conrad Vale ne frappait pas à la porte de son fils, tout comme il ne frappait à aucune porte qu'il considérait sienne. Et dans l'esprit de Conrad, tout ce qui portait le nom de Vale lui appartenait. Il est entré au moment exact où Hazel était à la table de la cuisine avec les enfants. Nadia dessinait. Félix écrivait quelque chose dans le petit carnet que Hazel lui avait acheté avec son premier salaire, un carnet bon marché à couverture bleue du CVS près de Harbour Tower, la seule chose qu'elle s'était achetée depuis qu'elle avait quitté le van. Sur la table se trouvait une assiette avec des restes d'œufs au plat, un verre de jus d'orange et la page blanche où Nadia esquissait l'oiseau dans le coin. Conrad s'est arrêté à l'entrée de la cuisine. Il a observé la scène devant lui. Il a regardé Hazel, les cheveux attachés lâchement sur le côté, un T-shirt si souvent lavé que la couleur s'était estompée, de l'encre sur les doigts, assise dans la cuisine en granit de son fils, comme si elle y avait sa place. Il l'a regardé avec les yeux que 62 ans de vie lui avaient appris à classer les gens en 2 catégories, utiles et inutiles. Et clairement, elle tombait dans la seconde catégorie. Ashton est sorti de son bureau quand il a entendu la voix de son père. Il se tenait dans le couloir entre le bureau et la cuisine, à l'endroit unique où il pouvait voir les 2 côtés. Conrad n'a pas regardé les enfants. Il a regardé droit vers Ashton et a parlé de la voix qu'il utilisait en réunion quand quelqu'un avait fait une erreur qu'il considérait impardonnable. Il a dit qu'il avait entendu que son fils avait fait entrer une fille sans abri dans la maison, l'avait laissée avec les enfants et appelait ça une solution. Il a utilisé les mots chat errant lentement et clairement. Non pas parce qu'il avait besoin que Hazel entende, mais parce qu'il se fichait qu'elle entende ou non. Pour Conrad, elle n'était pas dans la pièce. Elle était un objet que son fils avait ramené à la maison et il décidait s'il fallait le jeter. La cuisine est tombée dans le silence. Nadia a arrêté de dessiner, sa main se raidissant autour du stylo. Félix a levé les yeux de son carnet, son regard se déplaçant de Conrad à Ashton, puis à Hazel. Le triangle d'observation qu'il avait pratiqué à la perfection depuis qu'il avait appris à lire l'air d'une pièce pour survivre aux dîners de famille. Hazel a posé son stylo. Elle s'est levée de sa chaise lentement, sans se presser, et s'est tournée pour faire face à Conrad. Elle n'a pas tremblé. Sa main n'a pas cherché de tournevis. Elle l'a regardé droit dans les yeux, ses yeux gris froids dont Ashton avait hérité mais qu'il n'avait jamais porté avec tout à fait la même froideur. Et elle a parlé d'une voix égale et claire, ni élevée ni adoucie. La même voix qu'elle avait utilisée une fois quand un parent en colère à Dorchester avait explosé lors d'une conférence et qu'elle avait dû tenir bon au milieu de la pièce sans pouvoir flancher. Elle a dit « Monsieur, je ne suis pas la solution. Je suis juste la seule personne dans cette maison qui s'est réellement assise et a parlé à ses 2 enfants au lieu de leur jeter de l'argent ou des hommes en costume. » Silence.
le genre de silence que l'on peut sentir pressé contre sa peau. Conrad l'a regardé. 1 seconde, 2 secondes. Puis il a regardé Ashton, et ses yeux ont dit plus clairement que n'importe quelle phrase qu'il prenait cela comme une insulte personnelle et ne l'oublierait pas. Il a boutonné à nouveau son manteau, s'est retourné et est reparti vers l'ascenseur sans un autre mot. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. La machinerie l'a fait descendre et le penthouse est redevenu silencieux. Ashton a regardé Hazel. Il l'a regardée plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, son expression n'était pas froide, ni calculatrice, ni mesurée. Elle n'était pas chaleureuse. Ashton Vale ne savait pas encore être chaleureux. Mais c'était différent. Comme si quelque chose de mince et de dur s'était fissuré et que la lumière s'était glissée à travers la fracture, ne serait-ce que pour un bref instant. Il a dit, sa voix basse, « Ne provoquez pas mon père. » Hazel l'a regardé. « Ne laissez pas votre père parler de vos enfants comme ça. » Il n'a pas répondu. Il s'est retourné et est reparti vers son bureau. Mais avant de fermer la porte, il a fait une pause d'un temps, sa main sur la poignée, le dos tourné vers elle. Et cette pause en disait plus que n'importe quelle phrase qu'il aurait pu prononcer. Car c'était la pause d'un homme qui venait d'entendre quelque chose qu'il savait vrai et qui essayait de ne pas se retourner pour l'admettre. Garrett Rourke n'oubliait pas. C'était de la chose la plus dangereuse chez lui. Pas la cruauté, pas l'argent, pas l'armée qu'il gardait dans des entrepôts à travers le sud de Boston, mais la mémoire. 3 ans plus tôt, il avait pris Lena et n'avait toujours pas obtenu le port. Ashton avait refusé l'échange. Lena était morte et la guerre entre les deux organisations était depuis lors dans une impasse. Personne ne gagnait, personne ne perdait. Juste 2 grandes bêtes couchées de part et d'autre de la rivière, en attente. Rourke attendait mieux que la plupart des gens. Il avait des hommes partout. Pas beaucoup, mais aux endroits exacts. Le genre de personnes que vous ne réalisez pas, qu'elle vous observe avant qu'elle n'en ait déjà vu assez. Et au cours des 3 dernières semaines, les hommes de Rourke en avaient vu assez. Ils ont vu les enfants Vale quitter le Harbor Tower non pas avec Pierce ou l'équipe de sécurité, mais avec une femme, une seule femme, pas d'armes, pas de voiture blindée, pas d'oreillettes. Ils marchaient jusqu'au petit parc près du port, à 7 minutes du penthouse. Là où Hazel emmenait les enfants chaque après-midi parce qu'elle croyait que les enfants avaient besoin de voir le ciel, de toucher la terre, de s'asseoir sur l'herbe et de sentir le vent au lieu de rester au 31e étage à regarder le monde à travers une vitre. Pierce connaissait cet horaire. Il s'y est opposé. Il a dit à Ashton que sortir les enfants sans une équipe de protection complète était un risque inacceptable. Ashton avait regardé Hazel et Hazel avait dit que si ces 2 enfants n'étaient pas autorisés à vivre comme des enfants pendant au moins 1 heure par jour, tout ce qu'elle essayait de construire s'effondrerait. Ashton a accepté à la condition que Pierce suive à distance. Mais Pierce, suivant à distance, signifiait que Pierce était à 40 mètres. Et 40 mètres, c'était plus que suffisant pour 3 hommes qui savaient ce qu'ils faisaient. Mercredi après-midi, le parc près du port. Hazel était assise sur un banc, regardant Nadia dessiner à la craie sur le chemin en béton. Félix se tenait près de la clôture en fer, regardant l'eau, les mains dans les poches, le dos droit. Une posture si familière que Hazel oubliait parfois qu'il n'avait que 10 ans. Elle n'a pas vu le camion blanc garé au coin, car il était là avant leur arrivée. Elle n'a pas vu les 2 hommes en sortir, car ils se sont déplacés depuis l'angle mort derrière la clôture. Elle a seulement vu l'ombre, une longue ombre tombant sur le sol à côté de Nadia. Et l'instinct de l'enseignante en elle s'est déclenché avant que son esprit ne puisse traiter quoi que ce soit d'autre. Elle s'est levée d'un bond. Elle a crié le nom de Félix, mais il était trop tard. Le premier homme a attrapé Nadia d'un bras et lui a couvert la bouche de l'autre. La petite fille n'a pas eu le temps de crier. Le deuxième homme a bloqué Félix derrière la clôture et le garçon s'est débattu, mais 10 ans n'étaient pas suffisants pour maîtriser un homme adulte. Hazel a couru vers eux. Le troisième homme lui a coupé la route. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est jetée sur lui avec ses 55 kilos. Et ce n'était pas assez. Un coup sec à sa tempe, même pas un coup de poing. Juste un coup, mais que suffisant pour faire basculer le monde et envoyer le sol s'écraser contre ses genoux. Elle est tombée. Sa vision s'est brouillée, mais ne s'est pas éteinte. Et dans l'instant entre la chute et le moment où le trottoir a heurté son épaule,
Elle a vu la plaque d'immatriculation du camion blanc. 7 caractères, elle les a mémorisés comme une enseignante mémorise, les transformant en une séquence, attachant chaque caractère à une image, les verrouillant dans son esprit avant que l'obscurité ne puisse les engloutir. Quand Pierce l'a atteinte 40 secondes plus tard, le parc était vide. Le camion était parti. Les enfants étaient partis. Hazel gisait sur le chemin en béton à côté du dessin inachevé de Nadia, du sang coulant de la coupure sur son front, ses lèvres répétant les 7 caractères encore et encore. Pierce a appelé Ashton, puis Paxton, puis tous ceux qu'il connaissait. Mais Hazel n'a attendu que personne n'appelle personne. Elle s'est relevée avant que Pierce ne puisse l'arrêter. Elle a essuyé le sang de son front avec sa manche, a pris le téléphone de Pierce car le sien était tombé, et a appelé Paxton Greer directement. Elle a récité les 7 caractères de la plaque d'une voix claire, stable, sans se répéter, puis a dit qu'elle serait là quand ils iraient chercher les enfants. Paxton a dit non. Hazel a dit que Nadia n'irait avec personne en qui elle n'avait pas confiance, que Félix ne ferait confiance à personne en qui Nadia n'avait pas confiance, que lorsque la porte s'ouvrirait et que ses 2 enfants ne verraient que des étrangers en noir tenant des armes, ils se figeraient. Mais s'il la voyait, il bougerait, et il avait besoin qu'il bouge vite. Paxton est resté silencieux pendant 3 secondes, puis il a dit « Attendez ». La ligne est devenue silencieuse. Puis la voix d'Ashton est venue. Juste un mot. Allez-y. 26 minutes plus tard, un convoi de 4 VUS noirs s'est arrêté devant un entrepôt dans le quartier industriel d'Everett, à 15 minutes au nord de Boston. Hazel était assise dans le dernier véhicule et n'est pas sortie. La porte était ouverte, Pierce à côté d'elle, et ils ont attendu. Ne savait pas ce qui s'était passé à l'intérieur. Elle l'a seulement entendu. Sourd et lointain, le bruit d'une porte en métal, des pas, quelque chose de lourd heurtant un sol en béton, puis le silence. Puis la porte de l'entrepôt s'est ouverte. Paxton est sorti le premier, puis 2 hommes qu'elle ne connaissait pas de nom, puis Ashton. Une épaule de sa veste de costume déchirée, les jointures de sa main droite rouge, son visage sans expression. Puis derrière lui, petits et tremblants, mais marchant toujours, sont venus Félix et Nadia. Hazel a ouvert la portière de la voiture. Elle est sortie et elle a été la première personne que les 2 enfants ont vue en sortant de l'obscurité. Mais avant ce moment, avant que la porte de l'entrepôt ne s'ouvre et que la lumière de l'après-midi n'inonde l'intérieur, il y a eu un autre moment, au 31e étage, dans le bureau d'Ashton Vale. Un moment que personne en dehors des personnes présentes ne connaîtrait jamais et que les personnes présentes n'oublieraient jamais. Paxton a appelé. Il a dit 3 phrases. Les enfants ont été enlevés. Les hommes de Roark. Hazel Sinclair est blessée, mais consciente. Elle a le numéro de plaque. Ashton se tenait au milieu de la pièce, le téléphone toujours collé à son oreille, et le monde s'est arrêté. Pas arrêté au sens métaphorique. Arrêté comme il s'était arrêté une fois auparavant, 3 ans plus tôt, dans cette même pièce, devant ce même bureau, quand la voix de Conrad sur le haut-parleur lui avait demandé s'il choisissait une femme ou 400 vies. Paxton parlait toujours à l'autre bout du fil, mais Ashton ne l'entendait pas car le sang rugissait dans ses oreilles. Il a baissé le téléphone. Il a regardé autour de la pièce. Pierce se tenait sur le seuil, les épaules rigides, le visage pâle, portant tout le poids de l'échec car il avait été à 40 mètres des enfants, et 40 mètres avaient été trop loin. 2 des hommes de Paxton se tenaient derrière Pierce, attendant des ordres. Tous regardaient Ashton, et Ashton était silencieux. 1 seconde, 2 secondes. La pièce a cessé de respirer. 3 secondes, 4 secondes. Pierce a baissé les yeux vers le sol car il ne pouvait pas supporter ce regard. Le regard d'un homme se trouvant exactement au même carrefour où il s'était tenu 3 ans plus tôt. Et tout le monde dans la pièce savait quelle direction il avait prise la dernière fois. 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. La main droite d'Ashton est allée dans la poche de poitrine de sa veste de costume et ses doigts se sont refermés sur la montre de poche de Conrad. Métal froid, lourd, assez familier pour qu'il puisse sentir chaque ligne gravée au dos sans même regarder. 8 secondes, 9 secondes, il a sorti la montre, l'a regardée. Le verre était légèrement trouble, la trotteuse se déplaçait toujours régulièrement, indifférente à tout ce qui se passait dans cette pièce
ou dans n'importe quelle pièce du monde. 10 secondes. 11 secondes. Ashton a posé la montre sur le bureau, doucement, précisément. Puis il l'a lâchée et l'a regardée posée là, sur la surface en chaîne foncée. Un petit objet argenté contre toute cette obscurité. Et il a su que ce qu'il venait de poser n'était pas la montre, mais 3 ans à la porter comme une sentence. 3 ans à laisser son poids lui rappeler chaque matin qu'il avait mal choisi. Et maintenant, à la 11e seconde, il avait un autre choix. Il a parlé. Sa voix n'était pas un murmure, n'était pas froide, n'était pas contrôlée. Pour la première fois dans la mémoire de Pierce et dans la mémoire de chaque homme se tenant dans cette pièce, la voix d'Ashton Vale ressemblait à la voix d'un père. Appelez tous nos hommes, tous. Je veux récupérer mes enfants avant la nuit. Paxton était toujours au téléphone. Il a demandé et sa voix était plate, mais la question ne l'était pas. Et le territoire du port? Car Paxton comprenait que Roark voulait le port et reprendre les enfants par la force signifiait une guerre ouverte, signifiait que Roark riposterait, signifiait que le port deviendrait un champ de bataille et que tout ce qu'Ashton et Conrad avaient construit en 40 ans se noierait dans le sang et le feu. Ashton a regardé la montre posée sur le bureau. Le port peut être reconstruit. Mes enfants, non. Paxton n'a rien demandé d'autre. 26 minutes plus tard, 4 vieux noirs se sont arrêtés devant l'entrepôt à Everett. Ashton est sorti du premier véhicule. Il n'a pas couru. Il a marché lentement, un pas à la fois. Costume noir, pas de par-dessus malgré le froid, les 2 mains le long du corps. Et chaque pas qu'il posait sur le béton du parking de l'entrepôt portait quelque chose que les hommes à l'intérieur pouvaient sentir à travers la fente de la porte avant de le comprendre avec la raison. Cet homme n'était pas venu pour négocier. Paxton et son équipe l'ont suivi. La porte de l'entrepôt s'est ouverte. Ashton est entré. Ce qui s'est passé à l'intérieur n'a pas duré plus de 7 minutes. Hazel, assise dans le dernier vieux, a entendu les bruits, métal frappant du métal. Quelque chose de lourd s'écrasant contre un mur. Un cri court, coupé à mi-chemin. Des pas rapides. Paxton disant quelque chose de ferme et de final. Puis le silence. Le genre de silence plus lourd que tout le bruit qui l'avait précédé. Puis la porte s'est ouverte. La lumière de l'après-midi d'octobre a inondé l'entrepôt comme de l'œil. Paxton est sorti le premier, puis ses hommes, puis Ashton. Sa veste de costume déchirée à l'épaule gauche, les jointures de sa main droite meurtries et rouges, son visage sans expression, mais ses yeux vivants, allumés, brûlants d'une manière que Hazel n'avait jamais vue en lui auparavant. Puis derrière lui, petit, avec des marques de corde rouge encore imprimées sur leurs poignets, sont venus Félix et Nadia. Nadia pleurait, pas fort, mais le genre de pleurs où les larmes continuent de couler et où l'enfant ne les essuie pas parce qu'elle n'a plus la force de le faire. Félix ne pleurait pas. Il marchait sur des jambes tremblantes, mais il marchait droit. Ses yeux ont balayé le parking, cherchant. Hazel a ouvert la portière de la voiture. Willis sortit et Félix l'a vu. Il s'est arrêté. Il l'a regardé debout à côté du VUS noir, le pansement toujours sur son front où Pierce l'avait collé pendant le trajet, les cheveux en désordre, du sang séché sur sa chemise. Et il a dit 2 mots qui n'étaient pas une question, mais une confirmation. La preuve qu'il avait su dès le moment où il l'avait poussé dans le camion qu'elle viendrait. « Tu es venu. » Hazel a hoché la tête. « Je suis venu. » Nadia a entendu la voix de Hazel, s'est retournée, l'a vue et a couru. Mais la petite fille n'a pas couru vers Hazel. Elle a dépassé Hazel, dépassé Paxton, dépassé tous les hommes en noir et s'est jetée droit sur Ashton. Elle a enroulé ses 2 bras autour de la jambe de son père, a enfoui son visage contre le tissu de son pantalon et a tremblé. Pour la première fois en 3 ans, Nadia Vale a touché son père. Ashton a baissé les yeux. Sa fille s'accrochait à sa jambe, petite et tremblante. Et il est resté là, dans le parking froid de l'entrepôt, avec son costume déchiré et sa main meurtrie. Et sa main a commencé à trembler. Hazel l'a vu. La main qu'elle avait vue signer des documents, tenir du café, boutonner des costumes chaque matin, avec une précision parfaite, tremblait maintenant. Il a levé cette main tremblante lentement, avec hésitation, comme s'il touchait quelque chose qu'il craignait de casser, et l'a posée sur la tête de sa fille. Juste posée là. Il n'a pas caressé ses cheveux, ne l'a pas tiré plus près.
Il a seulement posé sa main tremblante sur les cheveux de Nadia et l'a gardée là, debout ainsi, sans rien dire, pendant longtemps, au milieu du parking dans la lumière déclinante. Tandis que Félix se tenait à 3 pas de là, regardant son père et sa sœur avec des yeux qui, pour la première fois, ne contenaient aucune colère. Ils sont retournés au penthouse à 9 heures ce soir-là. Pierce a vérifié tout l'appartement 2 fois avant de laisser entrer les enfants. Paxton est resté en bas dans le hall avec 4 hommes, gardant chaque entrée et sortie. Hazel a emmené Nadia prendre un bain, l'a changée avec des vêtements propres et lui a donné un petit bol de porridge qu'elle a préparé avec ce qu'elle a pu trouver dans la cuisine. Car le chef privé était rentré chez lui cet après-midi et Hazel ne l'a pas rappelé. La petite fille a mangé lentement, les yeux mi-ouverts, mi-fermés. Son corps, déjà au-delà de la peur et profondément dans cette région d'épuisement complet où tout devient flou et distant. Félix n'a pas mangé. Il était assis au bord de la cuisine dans le pyjama propre que Pierce lui avait apporté, tenant une tasse d'eau tiède qu'il ne buvait pas. Ses yeux fixés sur un point immobile du comptoir en pierre. Il n'avait pas prononcé un mot depuis les 2 mots dans le parking de l'entrepôt. Hazel a mis Nadia au lit à 10 heures. La fille s'est endormie presque immédiatement. Une main serrée sur l'ours en peluche de la couverture, son corps recroquevillé sur lui-même, minuscule dans un lit bien trop grand. Hazel a remonté la couverture jusqu'à ses épaules, a éteint la grande lumière, a allumé la lampe, puis est retournée dans le couloir. Félix n'était plus dans la cuisine. Hazel n'a pas paniqué. Elle savait que le garçon ne fuyait nulle part ce soir. Elle le savait parce qu'elle avait lu ses yeux dans la cuisine, et ses yeux ne voulaient pas fuir. Ses yeux se préparaient à quelque chose. Elle a descendu le couloir et a vu de la lumière filtrée sous la porte du bureau d'Ashton. Et debout, immobile, devant cette porte, se trouvait Félix. Le garçon se tenait à l'endroit exact où, 3 ans plus tôt, à 7 ans, il s'était tenu en tenant la main de Nadia et avait entendu son père dire la phrase qu'il n'oublierait jamais. La même porte, le même endroit. Mais cette fois, il se tenait là seul et la porte était légèrement ouverte et il n'était pas là pour écouter aux portes. Il était là parce qu'il n'était pas encore prêt à entrer. Hazel s'est arrêtée au bout du couloir. Elle a regardé le garçon. Le garçon l'a regardé. Ses yeux posaient une question qu'il n'a pas prononcée à voix haute, et Hazel a répondu par un hochement de tête. Juste un petit élan, comme si elle disait « Je suis là, juste ici. Vas-y. » Félix a poussé la porte. Ashton était assis derrière le bureau, sa veste de costume enlevée et suspendue au dossier de la chaise, ses manches de chemise retroussées, les jointures meurtries de sa main droite reposant sur le dessus de la table. Il ne lisait pas de documents, n'était pas au téléphone. Il était assis là, regardant le bureau, à l'endroit où la montre de poche de Conrad avait reposé quelques heures plus tôt, avant qu'il ne la pose. Et cet endroit était vide maintenant. Il ne l'avait pas reprise. Félix est entré. Il s'est tenu devant le bureau de son père, à 2 pas, les épaules droites, les mains le long du corps, et a regardé directement le visage d'Ashton avec des yeux de 10 ans bien plus vieux que 10 ans. Il a demandé. Sa voix ne tremblait pas, n'était pas en colère, n'était pas accusatrice. Il voulait seulement savoir, voulait vraiment savoir de tout son être. Pourquoi as-tu choisi différemment cette fois? Ashton a regardé son fils. Il a regardé le garçon dont il avait passé 3 ans à écouter la respiration de l'autre côté de la porte de la chambre parce qu'il ne savait pas comment entrer. Le garçon qui avait compté ses 11 secondes de silence et portait ce nombre comme une pierre attachée à son cou. Le garçon qui avait rendu 17 feuilles de papier blanches parce que c'était la seule façon qu'il connaissait pour dire « Je ne te pardonne pas ». Et Ashton, pour la première fois en 3 ans, n'avait pas de costume, pas d'armure, pas de voix chuchotée et contrôlée, pas de Paxton derrière lui, pas de Conrad à l'autre bout du fil. Seulement lui-même, assis là avec des jointures meurtries et une chemise froissée, disant la vérité. Parce que la dernière fois, j'ai eu tort. Il s'est arrêté, a pris une inspiration. Et je vis avec cette erreur chaque jour, Félix. J'ouvre les yeux et la première chose à laquelle je pense, ce sont ces 11 secondes. Je sais que tu as compté. Je l'ai toujours su. Félix n'était pas préparé à ça. Il s'était préparé au silence, au déni, à la réponse froide et contrôlée que son père donnait à tout. Il n'était pas préparé à la vérité.
Elle est venue vite et lourdement et a frappé l'endroit exact qu'il avait passé 3 ans à murer pour se protéger. Et ce mur, construit de colère et de silence et de 17 pages blanches, n'a pas pu résister à une seule phrase vraie de la personne qui avait construit la douleur. Félix a pleuré. Pas des pleurs d'enfant, pas des pleurs bruyants, pas le genre que l'on voit dans une cour d'école quand quelqu'un tombe. C'était les pleurs d'un garçon de 10 ans qui avait porté quelque chose de bien trop lourd pendant bien trop longtemps et qui avait finalement entendu quelqu'un dire « Tu peux le poser maintenant ». Les larmes coulaient sur son visage et il ne les essuyait pas parce qu'il ne savait pas qu'elles tombaient jusqu'à ce qu'elles tombent sur ses mains et qu'il les voie. Et il a semblé surpris par lui-même parce qu'il avait oublié qu'il savait encore pleurer. Ashton s'est levé. Il a contourné le bureau. Il s'est tenu devant son fils et ne savait pas quoi faire. Ses mains se sont levées et sont retombées. Tout son corps s'est bloqué. Car 36 ans à vivre dans un monde où les hommes vals ne s'étreignaient pas, ne se touchaient pas, ne s'adoucissaient pas, l'avaient programmé en un homme parfait en tout, sauf en cela. Hazel se tenait dans le couloir. Elle a regardé à travers la porte entr'ouverte. Elle a vu Ashton debout devant Félix, les deux bras impuissants, et elle est entrée. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est approchée derrière Ashton et posé ses deux mains sur ses épaules, doucement, et a poussé. Juste doucement, juste assez pour que son équilibre bascule vers l'avant, assez pour qu'un genou se plie, assez pour qu'il s'affaisse sur le sol devant Félix, à la hauteur de son fils. Et une fois qu'il a été là, sur le sol en bois froid du bureau, Félix s'est jeté sur lui. Le garçon a enroulé ses deux bras autour de son père, a pressé son visage contre le devant froissé de sa chemise et a pleuré. Ashton l'a serré dans ses bras en retour. Maladroitement, mauvaise position, une main trop haute, l'autre trop basse, ne sachant pas où mettre sa tête, mais il l'a serré dans ses bras. Pour de vrai. Pour la première fois en 3 ans, père et fils sur le sol et aucun d'eux ne savait comment faire, mais aucun d'eux n'a lâché prise. De petits pas dans le couloir. Nadia se tenait sur le seuil, les yeux endormis, les cheveux emmêlés, serrant l'ours en peluche de la couverture qui traînait sur le sol. Elle a regardé son père et son frère sur le sol. Elle n'a pas demandé ce qui se passait. Elle a lâché la couverture et a couru vers eux, se jetant dans l'espace entre la poitrine de son père et les bras de son frère, et les trois sont restés là, sur le sol du bureau au milieu de la nuit. En désordre, maladroits, pas arrangés comme il faut, mais ensemble. Hazel a reculé dans le couloir. Elle s'est appuyée contre le mur, a glissé jusqu'à s'asseoir sur le sol, les deux bras enroulés autour de ses genoux, et elle a pleuré. Pour la première fois en 2 ans. Pas à cause de la douleur, pas à cause d'Owen, pas à cause de la culpabilité ou du van ou de cette nuit pluvieuse sur l'autoroute 86. Mais parce que, à travers la fente d'une porte de bureau au 31e étage, elle venait de voir quelque chose qu'elle était certaine n'existait plus dans ce monde. Une famille brisée essayant de se reconstruire. Pas parfaite, pas sans hurt, manquant encore de nombreuses pièces, mais retrouvant son chemin vers la maison. Le lendemain matin, Félix et Nadia sont allés à l'école. Pierce conduisait, 2 agents de sécurité suivaient derrière, et Hazel était assise sur le siège passager avant parce que les enfants refusaient d'y aller sans elle. Personne n'a beaucoup parlé en chemin. Nadia était assise à l'arrière, dessinant dans le petit carnet qu'elle portait partout depuis l'arrivée de Hazel. Félix était assis à côté de sa sœur, les yeux tournés vers la fenêtre, les doigts tapant un rythme sur sa cuisse. Le rythme que Hazel avait appris signifiait qu'il pensait à quelque chose d'important. Aujourd'hui, l'école Whitmore avait des examens de mi-semestre. Hazel le savait parce que Mademoiselle Aldridge l'avait appelé la semaine précédente pour demander si les enfants étaient prêts. Hazel avait dit qu'elle ne savait pas, et c'était la vérité. Elle ne savait pas. Elle ne les avait pas forcés à réviser, ne leur avait pas donné de tests d'entraînement, n'avait pas fixé d'objectifs de score. Elle avait seulement cuisiné des œufs, raconté des histoires, et s'était assise avec eux en silence quand le silence était ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, après 34 pages blanches, ces 2 enfants entraînent dans une salle d'examen sans aucune garantie qu'ils écriraient quoi que ce soit. À 3 heures de l'après-midi, Mademoiselle Aldridge était assise dans son bureau à corriger des copies. Elle s'est d'abord tournée vers celle de Nadia Vale. Ce n'était pas une feuille blanche. Il y avait des mots dessus. Écriture ronde, inégale, penchant légèrement vers la droite à la manière d'une enfant gauchère essayant d'écrire avec sa droite.
Les réponses n'étaient pas parfaites. Certaines étaient laissées inachevées, mais certaines étaient bonnes, juste de la manière claire qui montrait que la petite fille avait réfléchi, avait essayé, avait posé son crayon sur la page et s'était permis de commencer. Dans le coin supérieur droit, elle avait dessiné l'oiseau. Mademoiselle Aldridge avait vu cet oiseau des dizaines de fois sur les 34 pages blanches précédentes, toujours avec ses ailes repliées contre son corps. Mais cette fois, les ailes étaient ouvertes. Pas complètement ouvertes, pas en train de voler, mais ouvertes, s'étirant de chaque côté, comme si l'oiseau venait de décider de voir si ses ailes fonctionnaient encore. Elle s'est tournée vers la copie de Félix. Elle n'était pas blanche non plus. L'écriture du garçon était petite, soignée, ordonnée au point de paraître presque imprimée. L'écriture d'un enfant qui contrôlait tout, même la façon dont l'encre touchait le papier. Le score n'était pas élevé. Il n'était pas remarquable. Mais chaque question avait une réponse, et au bas de la page, sous la réponse finale, le garçon avait écrit un nombre. Non, pas un nombre, un seul chiffre. Mademoiselle Aldridge l'a regardé et n'a pas compris. Mais la petite fille assise à côté de lui pendant l'examen l'a probablement compris. Car elle se souvenait que Nadia avait jeté un coup d'œil à la copie de son frère après avoir rendu la sienne et avait souri. Elle a appelé Ashton Vale à 4 heures cet après-midi-là. Il a répondu à la première sonnerie. Elle n'a dit qu'une seule phrase. Ils ont commencé. La ligne est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis Ashton a dit « Merci » et a raccroché. Mademoiselle Aldridge a fixé le téléphone. En 30 ans d'enseignement, elle n'avait jamais entendu Ashton Vale remercier qui que ce soit. Ce soir-là, Ashton a appelé Hazel dans son bureau. Il a posé une pile de papier devant elle, des documents de la banque, et lui a dit qu'il avait remboursé la dette restante sur son van. La dette Cohen avait contracté par versement et qu'elle avait cessé de payer au 6e mois après sa mort. Hazel a regardé les papiers. Elle a demandé pourquoi. Ashton ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés sur les documents sur le bureau, un stylo à la main. L'habitude qu'elle avait appris à connaître, l'habitude d'un homme qui se souciait par des actions et faisait ensuite semblant d'être occupé pour ne pas avoir à faire face à la réaction de l'autre personne. Il a dit que c'était parce qu'elle ne devrait rester nulle part simplement parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle devrait rester parce qu'elle le voulait. Et elle ne saurait si elle le voulait ou non que lorsqu'elle aurait de la liberté de partir à tout moment, sans rien qui la retienne là. Hazel a pris les papiers. Elle n'a pas dit merci. Elle a compris qu'il n'avait pas fait ça pour être remercié. Comme tout ce qu'il faisait, cela arrivait en silence et n'attendait rien en retour. Tard cette nuit-là, Hazel était assise sur le balcon du penthouse. Boston en novembre était assez froid pour qu'elle puisse voir son souffle, mais elle n'est pas rentrée à l'intérieur car elle avait besoin du ciel. Elle avait besoin d'un espace sans plafond. Ashton est sorti sur le balcon, non pas parce qu'il la cherchait, mais parce que c'était là qu'il se tenait chaque nuit avant de se coucher. Regardant le port, vérifiant les lumières des entrepôts, dont certains ne lui appartenaient plus entièrement. Car le prix du choix fait à l'entrepôt d'Everett était maintenant collecté par Roark, morceau par morceau. Il l'a vue assise là. Il n'est pas retourné à l'intérieur. Il s'est tenu à 3 pas d'elle, les 2 mains posées sur la balustrade, et ils ont regardé le port en silence pendant un long moment. Puis Hazel a parlé. Elle lui a parlé d'Owen. Pas la version courte qu'elle avait racontée à Félix dans le parking. La version complète, celle avec la pluie sur le pare-brise, Owen parlant d'un nouveau projet, le moment où elle s'est tournée pour le regarder. 2 secondes, peut-être 3, le bruit des freins, le bruit du verre qui se brise, puis le silence. Elle lui a parlé de l'hôpital, du lit vide à côté d'elle, de 2 ans passés à vivre avec le sentiment qu'elle avait tué l'homme qu'elle aimait, avec 2 secondes de ne pas regarder la route. Ashton a écouté. Il n'a pas interrompu. Il ne l'a pas regardé. Il savait que certaines choses ne peuvent être dites que lorsque personne ne vous regarde. Quand elle s'est arrêtée, il n'a pas dit que ce n'était pas sa faute. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il a dit, sa voix basse, ses yeux toujours sur le port. Je connais ce sentiment. Vivre chaque jour avec une décision qui a tué la personne que vous aimiez. Vous n'avez besoin que personne ne vous pardonne, Hazel. Vous devez vous permettre de continuer à vivre. Hazel s'est tournée pour le regarder. Il s'est tourné pour la regarder. Et pour la première fois, sur le balcon du 31e étage, avec le vent froid du port de Boston sur leur visage, ils se sont vraiment vus.
Pas un parrain de la mafia et une femme sans abri, pas un employeur et une employée, pas un costume 3 pièces et un vent rouillé. Juste deux êtres humains portant le même genre de cicatrices, debout côte à côte sur un balcon et, pour la première fois, n'ayant pas besoin de cacher leurs cicatrices. Une semaine après cette nuit sur le balcon, Ashton a trouvé Hazel dans la cuisine à l'aube, 5h45. Les enfants n'étaient pas encore réveillés. Le penthouse était silencieux de la manière dont il n'est silencieux que dans cet espace mince entre la nuit et le matin, quand tout attend de recommencer. Hazel était assise au comptoir de la cuisine, écrivant dans son carnet, une tasse de café instantanée devant elle. Car elle ne buvait toujours pas le café cher de sa machine. Elle apportait ses propres sachets du vin et les mélangeait avec de l'eau chaude. Une petite habitude qu'elle gardait pour se raccrocher à elle-même dans ce monde. Ashton se tenait à l'entrée de la cuisine. Il tenait son café noir, sans sucre, sans lait, comme chaque matin. Mais ce matin, il n'est pas allé directement au bureau. Il est resté là, la regardant, et a dit « Les enfants ont besoin de vous. » Hazel a levé les yeux. Elle l'a regardé et a attendu la suite, car elle savait qu'il y avait une suite. Ashton a regardé le café dans sa main, puis elle. Mais je ne demande pas à cause des enfants. La cuisine est devenue silencieuse. L'horloge murale, la trotteuse avançant d'un clic à la fois, le doux bourdonnement du filtre à eau dans le coin. Et entre ces deux sons, la phrase la plus courte qu'Ashton Vale ait dite à une femme depuis la mort de Lena est aussi la plus vraie. Hazel a posé son stylo. Elle a tendu la main sur le comptoir en granit et l'a posé sur la sienne. La première fois qu'elle l'a touché. La main marquée d'encre reposant sur la main marquée par la cicatrice sur l'articulation du milieu. Elle a hoché la tête, juste hoché la tête. Et c'était suffisant. 1 an plus tard, Ashton Vale avait 37 ans. Il était toujours lui-même. Toujours le costume 3 pièces chaque matin, toujours la voix qui baissait quand le danger approchait, toujours la porte du bureau fermée, toujours les appels tardifs, toujours Paxton derrière lui et Pierce gardant l'entrée. La guerre avec Roark couvait toujours. Le port avait perdu une partie. L'Empire s'était rétréci mais n'avait pas effondré, car Ashton reconstruisait à partir de ce qui restait avec une patience qu'il ne possédait pas auparavant. Il était toujours dangereux, toujours froid. Le monde extérieur au penthouse n'avait pas beaucoup changé. Mais chaque soir à 6h30, Ashton Vale s'asseyait à la table de la cuisine. Non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce que c'était là que se trouvaient des enfants. Et il avait perdu 3 ans à se tenir devant leur porte, et il ne voulait pas perdre un autre jour à se tenir devant une porte. Il n'était pas bon à ça. De nombreuses nuits, il était assis là sans savoir quoi dire, tenant sa fourchette et sa cuillère comme il faut, mais ne sachant pas comment demander à ses enfants comment s'était passée leur journée d'une manière qui semblait naturelle. Mais il était assis là chaque nuit et parfois, c'était suffisant. Hazel ne vivait plus dans le van, mais le Ford Econoline de 1997, peinture blanche jaunie par le temps, la porte arrière maintenant équipée d'une nouvelle serrure, était garée dans le garage de la Harbour Tower en bas. Ashton n'a pas demandé pourquoi elle le gardait. Il a compris. C'était un rappel. Un rappel de là où elle avait été pour ne jamais prendre à la légère où elle se tenait maintenant. Un rappel que ce qu'elle était maintenant n'avait pas été construit sur l'oubli, mais sur le souvenir. Felix avait 11 ans. Il n'était pas le meilleur élève de Whitmore. Il se situait quelque part au milieu. Des notes ordinaires, pas exceptionnelles, pas brillantes, mais réelles. Sur chaque test qu'il écrivait, sur chaque feuille qu'il remplissait, il écrivait quelque chose. Et à la fin de chaque copie, sous la réponse finale, il écrivait un seul chiffre. 0. Non pas parce qu'il pensait être à 0, mais parce qu'il voulait se souvenir que c'était là qu'il avait commencé. Et tout ce qu'il écrivait au-dessus de ce nombre était la preuve qu'il était allé plus loin. Nadia avait 11 ans. Elle dessinait toujours l'oiseau dans le coin de chaque page, de chaque cahier, de chaque dessus de table, quand personne ne regardait. Mais l'oiseau était différent maintenant. Ses ailes n'étaient plus repliées. Elles étaient ouvertes, larges, étendues de chaque côté, et dans les dessins les plus récents, l'oiseau n'était plus debout sur le sol. Il était dans les airs, il volait. Dernier matin, la table de la cuisine dans le penthouse au 31e étage. La lumière du port de Boston se déversait à travers le mur de verre,
Dorée et chaude comme la lumière d'octobre n'est chaude que lorsque vous avez quelqu'un avec qui la partager. Hazel se tenait devant la cuisinière, faisant frire des œufs exactement comme lors de cette première leçon. Félix était assis au bar, faisant ses devoirs, un crayon à la main. Le carnet bleu du CVS maintenant remplacé par le troisième corps le premier et le deuxième avait été rempli. Nadia était assise à côté de lui, dessinant. Ashton se tenait près de la cuisinière, son café noir à la main, sans sucre, sans lait. Mais aujourd'hui, il ne se tenait pas à l'entrée, regardant avant de s'éloigner. Il se tenait à côté d'elle dans la cuisine, assez près pour que son épaule touche presque celle de Hazel quand elle se tournait pour prendre une assiette. Hazel a fini de retourner les œufs, les a mis dans l'assiette et s'est tournée pour la lui tendre. Ses doigts ont effleuré les siens au bord de l'assiette. Juste un instant. La main avec les taches d'encre et la main avec la cicatrice. Elle l'a regardé. Il l'a regardé. Et ce moment n'avait besoin de rien de plus. Nadia a sauté du tabouret et a couru vers eux, tenant son nouveau dessin contre sa poitrine. L'oiseau, elle déployée, volant. Et en dessous, dans une écriture ronde et inégale qui penchait moins qu'un an plus tôt, la petite fille avait écrit une ligne. L'oiseau ne pouvait pas voler, mais il a appris. Ashton a regardé le dessin. Il a regardé longtemps. Puis il a fait quelque chose que personne dans cette cuisine, ni Hazel, ni Félix, ni Nadia, ne croyait qu'il pouvait faire. Il a souri. Pas le sourire contrôlé qu'il utilisait dans les salles de conseil, pas le sourire poli qu'il utilisait lorsque la bienséance sociale était requise. Un vrai sourire, petit, légèrement maladroit. Les coins de sa bouche se sont levés de manière inégale, car les muscles de son visage n'avaient pas fait ce mouvement depuis près de 4 ans et se souvenaient comment fonctionner. Lentement, avec gêne, comme un enfant apprenant à marcher pour la première fois, mais réel. Félix a vu son père sourire et cette fois, le coin de la bouche du garçon s'est levé aussi et ne s'est pas arrêté à mi-chemin. Il y a des histoires d'empire et de pouvoir. Il y a des histoires d'argent et de victoire. Et puis il y a des histoires sur un van rouillé garé dans le garage d'un immeuble de luxe que personne n'utilise mais que personne ne laisse partir. Sur une boîte de crackers bon marché partagée dans un parking sombre. Sur un oiseau qui ne savait pas voler mais qui a appris à marcher jusqu'au bout du monde et qui un jour a réalisé que ses ailes avaient toujours été là. Il n'avait juste jamais essayé de les ouvrir. Ashton Vale n'était pas un homme bon. Hazel Sinclair n'était pas une héroïne. Mais quelque part entre le 31e étage et le van dans le garage, il y avait une table de cuisine, une assiette d'œufs au plat, un dessin d'un oiseau en vol et un 0 écrit au bas d'une copie d'examen. 0, l'endroit où tout commence. Parfois, la personne la plus forte n'est pas celle qui se tient au point le plus haut. C'est celle qui est prête à s'asseoir tout en bas, à côté de quelqu'un qui se brise, et à dire « Je me brise aussi, mais nous pouvons recommencer à 0, à partir de la page blanche, à partir du premier œuf au plat que personne ne savait cuisiner. » Parce que 0 n'est pas une erreur. 0, c'est propre. Et propre signifie que vous avez le droit de commencer. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes reconnu en Ashton, en Hazel, en Félix ou en Nadia, alors dites-moi, comment vous êtes-vous senti? À qui avez-vous pensé en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà porté un fardeau que vous pensiez que personne ne pouvait comprendre? Écrivez-le dans les commentaires. Je lis chaque ligne et je veux entendre ce que vous avez sur le cœur. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci chaque jour, appuyez sur j'aime, appuyez sur partager pour que la personne qui a besoin de l'entendre puisse la trouver. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires. Je souhaite à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.